Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Lucie Carrasco. Elle est en situation de handicap lourd et elle est en couple avec quelqu'un qui l'aime depuis plus de 10 ans, qui est aidant aujourd'hui. Vous vous êtes rencontrés sur Tinder. Exactement. Il allume l'appli ce jour-là, il se remet à dire « Allez, je vais essayer C'était ma première rencontre Tinder. C'est vrai ? Ouais. ». Et ça va direct Lulu, c'était ma première dans cet état-là. dans cet état-là, ouais, si je peux le dire. Le premier baiser, première soirée et... Oh, puis on a couché ensemble tout de suite, hein. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Lucie Carrasco. Elle vient en couple aujourd'hui avec Jean. Lucie, vous l'avez peut-être découvert dans des interviews, dans des documentaires à la télé, dans des émissions de télé aussi. Elle est en situation de handicap lourd et elle est en couple avec quelqu'un qui l'aime depuis plus de 10 ans, qui est aidant aujourd'hui. Ils vont nous raconter leur quotidien atypique puisqu'ils sont partis faire le tour du monde pour un documentaire sur plein de destinations. Vous allez voir, ils vont nous raconter leur parcours, comment ça s'est passé. Juste avant, je voulais vous rappeler qu'on part en tournée à partir du 7 octobre 2026. Donc octobre et novembre, on va faire 18 dates dans 18 grandes salles. N'hésitez pas à prendre vos places. On part avec toute une équipe de 6 invités qui ont marqué la chaîne, plus des invités surprises à chaque date. Il y a toutes les dates disponibles directement sur les sites, légende-tour.fr. En scène centrale, il y aura des anecdotes jamais racontées. Il y aura des anecdotes de militaires jamais racontées, de Philippe Boxeau, le médecin légiste jamais raconté, d'un ancien trader. Vous allez voir, il n'a jamais raconté certaines anecdotes. Il y aura différents invités, un astrophysicien qui en a raconté des choses. Il y aura Franck Dubosc sur certaines dates, Ragnar Le Breton sur d'autres, Maxime Gasteuil sur d'autres aussi. Donc prenez vos places, légende-tour.fr. Vous pouvez venir avec vos enfants, la famille. J'ai hâte de vous y voir en tout cas. Et juste avant de commencer l'émission, je voulais remercier notre partenaire. C'est Xefi, c'est le leader français des solutions informatiques pour les entreprises depuis 1997. Il y a quelques temps, on a reçu Sacha Rosenthal, le fondateur de Xefi. C'est une entreprise qui propose des services en fait clés en main pour l'ensemble des besoins informatiques des petites et des moyennes entreprises. Alors avec Sacha, on est revenu sur son parcours atypique. Il a arrêté l'école à 15 ans, nous expliquer comment il a fait pour bâtir une entreprise de près de 2000 collaborateurs alors qu'il était tout seul au début dans un petit bureau sans fenêtre. Aujourd'hui, Xefi est présente dans plus de 200 agences en France et à l'international. Et Sacha Rosenthal, il nous a donné les clés justement de son succès pour faire jusqu'à 413 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. On a aussi parlé de sa passion énorme pour le sport et pour la santé au travail avec un programme interne chez eux qui est adopté par une grande partie de ses équipes. Il y a même une piscine dans ses bureaux. Il a partagé sa vision de l'entrepreneuriat à lui, ses conseils en fait pour tous ceux qui veulent se lancer dans le business. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu l'émission avec Sacha Rosenthal, le fondateur de Xefi, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo YouTube. Merci à eux en tout cas de nous sponsoriser la vidéo. C'est parti maintenant avec Lucie et Jean sur Légende. On y va. Salut, c'est Lucie Carrasco. Je suis venue vous parler d'amour, de sexe bien sûr, de voyage, de découverte, de tout ce que je fais dans la vie. Et des fois, je dors, mais pas hyper souvent non plus. Eh ben, merci beaucoup. Tu peux clapper, Jean, si tu veux. Merci beaucoup, je t'en prends le clap. À tout à l'heure, Jean, on va te retrouver après. À tout à l'heure. On reste avec Lucie d'abord pour... Tu viendras sur mes genoux, ok? On rajoutera un fauteuil tout à l'heure pour Jean. Bienvenue, Lucie, c'est cool de t'avoir. Merci. T'as déjà fait des interviews, toi, on te voit... Non, c'est mon premier. Vraiment, Qui êtes-vous? De quoi tu vas vouloir parler dans cette émission? Commencer, je vais te suivre, on va discuter, principe de l'émission, on refait le parcours de l'invité. Ouais. Toi, tu es en situation de handicap, tu disais tout à l'heure, mais tu dis, c'est pas ça que je veux qu'on retienne de moi. Je veux qu'on retienne de moi que je suis fun, que je fais plein de choses. Là, tu as fait un documentaire avec Jérémy Michalak, vous êtes partis faire plein de choses. Là, vous avez visité la Thaïlande, c'est le prochain épisode qui va sortir. J'en suis à mon 10e documentaire avec Jérémy Michalak. Bon, déjà, rien que pour ça, je mérite une médaille, en fait. Et ouais, j'ai... en fait, le handicap, on va pas l'oublier, parce qu'en fait, il est là. Ça se voit un petit peu comme le nez au milieu de la figure, surtout mon nez, d'ailleurs. Être handicapé, c'est pas ce qui me définit. Je pense qu'avant tout, je suis une femme d'une quarantaine d'années. Dit comme ça passe. Ouais, ça passe. Signe du lion, avec des origines espagnoles, passionnée de... je sais pas, de mode, de cinéma, et aussi handicapé. J'aime bien considérer ça comme un détail. C'est un gros détail. C'est un super gros détail. Mais autant que je peux avoir d'autres caractéristiques et d'autres qualités ou défauts. Souvent, dans ma vie, on me croise, on me dit « Qu'est-ce qu'elle est courageuse ?» J'ai pas envie qu'on se dise elle est courageuse, qu'on se dise « J'ai écouté cette nana, elle est fun. Elle est forte, peut-être, je ne sais pas juger.
qu'est-ce qu'elle est bien maquillée. Parce que c'est une réalité. On va parler de ton couple tout à l'heure. J'ai dit, je suis bien maquillée, t'as rigolé en vrai. T'es très bien maquillée. Merci. Tu veux mettre mal à l'aise, là, c'est ça, je te connais maintenant. On fera venir Jean tout à l'heure, on va parler de votre couple. Ouais. Lui est aidant, c'est-à-dire qu'il n'est pas en situation de handicap et il t'aide au Jean, c'est mon mari. C'est ton mari. C'est mon mari, Jean. Vous êtes mariés? Absolument. J'ai 4 ans. Mais non, je précise parce que... Alors, c'est une autre forme d'aidance, parce qu'on connaît beaucoup, de par les médias, maintenant qu'on en parle, des aidants, l'aidance qui est subie. L'aidance par manque de moyens, par manque de moyens humains ou moyens financiers, etc. Mais l'aidance choisie, c'est la nôtre. Au tout début de notre couple, j'avais des auxiliaires de vie qui m'aidaient, etc. Parce que je n'avais pas dû imposer dès le départ, bim, tu fais la totale. Et finalement, avec le temps, avec un peu l'évolution de ma maladie, avec mes besoins qui ont changé, avec le Covid qui a fait qu'on a passé 3 ou... Moi, je suis restée enfermée 4 mois parce que j'étais plus fragile, tous les deux à se dire, mais en fait, finalement, on s'entend pas si mal, on s'est pas tapé sur la gueule en 4 mois, c'est bien. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui convergeaient vers l'idée de rester ensemble, d'être un duo avec quand même de l'aide. J'ai une personne qui vient plusieurs jours par mois. Ça répondait à un besoin, j'avais plus d'attention à un moment, et lui, il avait envie de me suivre. En fait, tu sais, quand t'aimes quelqu'un, t'as envie de vivre le best avec lui. Et tout ce que je vis dans les voyages, les émissions, etc., c'est tellement incroyable que je veux vivre avec lui. Donc, du coup, on le fait ensemble et... Ouais, vous vivez ensemble. Ouais. Tout ça. Voilà, il a des coups de main, heureusement, parce qu'il faut me supporter. Il était membre des témoins de Jéhovah aussi, on racontera tout à l'heure. Ça fait 10 ans maintenant que vous êtes ensemble. On t'a annoncé à l'époque que tu avais 3 ans à vivre. Aujourd'hui, tu en as plus de 40. Tu vas nous raconter ton parcours. Juste, qu'est-ce que c'est que l'amyotrophie spinale, ta maladie, pour comprendre ce que tu as? C'est un peu la maladie du Téléthon, c'est celle qu'on voit le plus au Téléthon, c'est vrai. C'est une atrophie des muscles, donc c'est-à-dire que je perds peu à peu. Non, Petit à petit. Je perds peu à peu l'usage de mes membres. Donc c'est-à-dire que plus jeune, je pouvais, j'étais pas obligée d'avoir mon dos posé sur mon fauteuil, tu vois, je pouvais être assise un peu en équilibre, ou me tenir. À un moment, je me suis tenue en tailleur. J'ai fait du yoga à 4 ans, je me tenais en tailleur. C'est plus trop le cas. Je suis un peu plus rigide maintenant, quoique. Je garde des petits secrets quand même. Je pouvais monter les mains au-dessus de ma tête, donc je me coiffais toute seule, par exemple. Là, c'est plus le cas. C'est une maladie dégénérative, ça veut dire? C'est une maladie dégénérative. Et voilà, on perd d'abord les jambes, les bras, enfin tout ce qui est muscles. Tu as marché déjà? Non. Non. J'ai jamais marché et j'ai toujours dit que j'avais la chance de jamais avoir marché. Parce que, du coup, je sais pas ce que c'est. Donc, du coup, ça peut pas me manquer. Donc, ça n'a jamais créé de frustration. Et tout ce que je le perds très lentement. Donc, bien sûr, quand je vois des vieilles... même le premier documentaire, des fois, ah tiens, je prenais mon verre, je buvais toute seule, je tournais la tête de plus et tout. Et là, je me dis, bon, ouais, mais en même temps, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, tu vois, je m'arrête pas dessus, c'est comme ça. Et malgré l'immobilité qui me gagne, je fais encore plein de trucs. C'est une maladie incurable aujourd'hui? Ouais. Non, mais en revanche, j'ai un traitement grâce à la recherche médicale. Donc, le Téléthon aussi, c'est pas qu'une émission, il y a vraiment quelque chose derrière. Et la recherche médicale permet qu'il y ait des traitements aujourd'hui. Quand j'étais jeune, quand le Téléthon a commencé, c'était pas gagné que ma génération puisse avoir un traitement. Chez les enfants, c'est des injections qu'on a fait dans la colonne vertébrale. Et j'ai déjà vu des enfants avec ma pathologie quand je les vois à 5-6 ans, je me dis, mais on dirait qu'ils sont pas handicapés, ils sont juste paraplégiques, tu vois, ils sont assis et ils poussent leur fauteuil. Donc ils ont vraiment, eux, ça leur offre une qualité de vie incroyable, ça marche hyper bien. Et moi j'ai la forme pour les vieux, c'est un sirop, parce que on pensait pas pouvoir donner un médicament à des personnes de plus de 30 ou 40 ans. Et j'ai un médicament qui fait que j'ai regagné un petit peu de force. Truc tout bête. J'arrivais plus à faire mes ongles toute seule. Ça paraît très con. J'avais plus la précision et la force de faire mes 5 ongles, mes 2 couches, plus mon top coat.
Et là, maintenant, je le fais easy. Donc, c'est comme ça, des petites choses comme ça que je peux mesurer ce que j'ai gagné. Et surtout, ça bloque l'évolution de la maladie. Ah, ça, ouais, ça évite que ça donc, soit ça trop évite que ça dégénératif. dégénère. Donc, il y a de plus en plus moyen que je ne meure pas, en fait. Moi, Est-ce ça que c'est va. une maladie qui est mortelle à la fin? Oui, parce que les premiers muscles qui lâchent, c'est les bras, les jambes, le cou, enfin, tout ce qui est visible. Et les derniers muscles qui lâchent, c'est ce qu'on appelle les muscles plats, donc ou le diaphragme ou le cœur. Parce que c'est des muscles. Quand tu préparais l'émission, tu as dit mon fauteuil, c'est comme mon corps aujourd'hui. Ouais, si je roule sur un caillou, je sais à quel endroit c'est, à gauche, à droite, c'est un petit truc dans mon pneu, je le sens Tu dans ressens mon corps, vraiment tout, je suis hyper sensible et tout. Mais en fait, quand je suis pas dans mon fauteuil, je me sens handicapée. Parce que tu me mets sur un lit, je fais quoi? Non, on va pas partir là-dessus tout de suite. Sur un lit, je fais plein de choses, mais enfin, tu vois, physiquement, je peux rien faire. Alors que dans mon fauteuil, déjà, tu vois, j'ai un truc qui permet de changer de position. Ah oui, tu peux monter et descendre le fauteuil. fauteuil. En arrière. Donc là, le cadreur, il est en train de s'arracher les cheveux. Mais voilà, tu vois, ne serait-ce que, toi, genre, depuis le début de l'interview, tu as changé 700 fois de position. Oui. Tu as décroisé ta jambe, etc. Parce qu'au bout d'un moment, on a besoin de bouger, quoi. Donc, du coup, ça me permet de pas avoir à demander, tiens, tu peux m'aider de changer de position. Tu peux bouger si tu as envie pour l'émission. Et Rémi, il va aller très vite et il va te suivre. De toute façon, on va collaborer avec Rémi. Il a des projets pour moi. Très bien, c'est très bien. Des projets de 7e art. Tu m'as dit, pose-moi toutes les questions. J'ai pas du tout de tabou. Moi non plus. Combien ça coûte un fauteuil comme ça? Celui-ci coûte 24 000 €. 24 000. Est-ce que c'est remboursé par la Sécurité sociale pour les gens comme ça, en situation de handicap, ou c'est à vous de le payer? À l'époque, moi, j'ai eu... ça fait 8 ans que je l'ai. Il y avait 3 800 € remboursés par la Sécu. Donc, en gros, il restait 20 000 balles à ma charge. J'ai eu la chance d'avoir l'association Les Bouchons d'amour, qui avait été parrainée par Jean-Marie Bigard à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on faisait une collecte de bouchons de bouteilles en plastique et qui était revendue à la tonne. Et on achetait des fauteuils pour les gens qui en avaient besoin, et j'en avais vraiment besoin. Donc du coup, c'est cette association qui a... Donc ça a payé vraiment. Ouais, mais on a tous gardé des bouchons de bouteilles il y a longtemps. À l'époque où ça pouvait se détacher, maintenant ça peut plus se détacher. Non, on peut plus. Mais oui, sachez que ça a vraiment servi. Vous n'êtes pas fait chier pour rien. Voilà. Et là, apparemment, il y a une réforme du président qui est passée, comme quoi tous les fauteuils seront remboursés sans reste à charge, sauf quelques fauteuils. Je me dis, avec ma chance, moi je suis quand même dans le premium, le mien il rentre pas dedans. Mais je sais pas. En vrai, le fauteuil, j'essaie de le saigner parce que changer de fauteuil, c'est vraiment changer de corps, quoi. Est-ce que, bah oui, en fait, parce que tu es habitué là complètement sur. Pierrot, je suis vraiment la princesse au petit pois. Pour ceux qui ne connaissent pas, achetez ce conte à vos enfants. C'est un merveilleux conte. La princesse au petit pois, c'est une princesse qui, sous 15 matelas, a senti qu'il y avait un petit pois en dessous parce qu'elle est très, très délicate. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est une princesse. C'est vrai. Et du coup, je sens le moindre... si le coussin sur lequel je suis assise a un petit pli, je vais le sentir. Tu vois, sur ma cuisse, c'est un truc. Donc, ça peut vraiment prêter à la confusion, cette phrase. Donc, oui, c'est chaque millimètre carré de mon corps. J'ai la sensation de tout mon corps. On pense souvent que quand il y a la tétraplégie, que le corps ne ressent rien. Mais là, pour le coup, je ne peux pas bouger mon corps. Mais tu ressens tout. Je sens tout. Voire même des fois, je suis plus sensible. Donc, c'est bien dans certains cas. Et ça n'est moins dans l'autre. Est-ce que tu peux... Donc là, tu as le fauteuil pour te déplacer. Est-ce que tu peux te déplacer toute seule? Est-ce que tu peux... Parce que je ne me rends pas compte de ta mobilité. Est-ce que tu peux aller dans le lit toute seule et te remonter sur le siège, ou tu as besoin de quelqu'un? Il faut beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Non, c'est pas possible. C'est pas possible? Non. Et donc, tu restes 8 heures et puis tu vois ce qui se passe, mais je pense qu'il ne se passera rien. Non, j'ai besoin d'aide pour tout. Faut me porter pour mettre dans mon lit, pour un boulot d'auxiliaire de vie ou des dons, c'est pas juste le matin tu le laves, tu l'habilles et puis tu le mets dans son fauteuil et bonne journée. Hein. C'est chaque chose, laver les dents, aller aux toilettes. En plus, moi je me maquille, donc comme j'aurais pu laver les mains, mon mari lève ma main, c'est moi qui me maquille, toujours c'est moi. Là, c'est une maquilleuse. Et puis c'est t'aider à manger, c'est avoir de l'attention aussi pour savoir, toujours garder l'attention. Chaque bouchée pour mon mari, c'est faut pas qu'elle s'étouffe. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très complet. J'aimerais bien, des fois, être tranquille, toute seule.
Mais finalement, je Ouais, t'es jamais toute seule. Non. Tu sais que je suis beaucoup sur mon téléphone et j'essaye alors, je prends beaucoup pour écrire aussi. Pas que pour consommer des trucs. Scroller, perdre du temps, quoi. Scroller, perdre du temps, bien sûr, je le fais. Mais j'essaie aussi d'écrire et de sortir des choses, mais parce que c'est mon seul moyen d'être vraiment toute seule. J'ai vécu seule. Quand j'avais une mobilité un peu plus importante, j'ai vécu ça à Paris en plus. J'avais des gens qui passaient régulièrement, m'aider, etc. Et c'était cool, je me sentais libre. Et finalement, mon mari est tellement incroyable que je me sens aussi très libre avec lui, donc c'est cool. Mais j'avais des moments, ça, j'aimais bien pouvoir aller en ville. Putain, c'est parole de... Ça, c'est un truc de... Je suis née dans le Beaujolais, donc j'aimerais bien aller en ville. C'était Villefranche-sur-Saône, la vie. Hein. Mais, je le dis encore, moi. Souvent, je vais en ville en disant je vais à Paris, ouais, je vais en ville. Et du coup, j'aimais bien me balader toute seule et faire mon shopping avec mon petit sac à main sous le bras. Et les gens, ils m'aidaient dans les magasins, ils m'accrochaient mes sacs de shopping derrière. Et je kiffais ma vie, parce que ça roule. Et maintenant, avec moins de mobilité, je m'y risque moins, voilà, avec le téléphone attaché au poignet s'il y a un souci. Mais c'est vrai que, justement, j'ai la chance d'avoir jusqu'à présent 43 ou 44 ans de bonus par rapport à ce qu'on m'annonçait. Je ne peut-être pas aller chercher la merde, quoi. Il t'a annoncé 3 ans au départ, tu disais tout à l'heure. Est-ce que les médecins, ils expliquent, est-ce que tu as une raison? Comment ça se fait que tu as réussi à durer bien plus que ce qu'ils avaient prévu? Pour plein de raisons, c'est les années 80, début des années 80. Donc la maladie est très méconnue. Et les seuls exemples qu'on a, c'est des enfants qui meurent très tôt. Et aussi, il y a 3 types dans la maladie amyotrophie spinale, type 1, 2, 3 ou 1, 2, 2 bis, 3, enfin des trucs savants. Et le type 1, c'était quasiment la mort assurée pour la plupart des patients. Les type 3, ils ont souvent marché et perdu la marche. Moi, je suis au milieu. Et on ne savait pas encore vraiment différencier avec ce gène, cette amyotrophie spinale, là, dans quel type tu étais. Donc, c'est allé claquer plus ou moins vite. Et ils l'ont découvert à quel âge ta maladie? J'avais 8 mois. Mon père, en fait, mes parents sont commencés à se dire elle bouge pas beaucoup, tu vois, dans mon cosy. Le bébé il secoue les pieds. Moi, je battais pas les pieds. Il me mettait sur le ventre, je restais en étoile de mer, tu vois. Je cherchais pas. Non, tu cherches à te relever, à relever la tête et tout. Donc, au début, ils se sont dit c'est une feillasse. C'est peut-être pas faux. Mais il y avait peut-être un peu plus que ça, finalement. Et on m'a fait faire toute une batterie de tests neurologiques, neurotrucs, tout ce que... Je me rappelle pas, j'avais 8 mois, donc tant mieux, ça n'a pas l'air ouf. Et on a annoncé à mon papa, tout seul, qu'il allait chercher les résultats chez le pédiatre, les résultats de sa fille. Bon, en fait, elle a une maladie, puis bon, elle va mourir, quoi. Et donc déjà, il doit digérer ça. À l'époque, le pédiatre qui annonce à mon père venait d'avoir une fille de mon âge. Il est en larmes. Donc le pédiatre est en larmes parce que genre ça, tu vois, il contextualise le truc et tout. Donc mon père, du coup, il se retient de pleurer parce que monsieur est plein. Donc mon père, il dit je pleurerai plus tard. Puis il rentre à la maison, il annonce à toute la famille qui attend. Puis tout le monde se met à pleurer. Et puis il s'est dit je pleurerai un autre jour, quoi. Et il a tenu bon, quoi. Ça a dû être compliqué, mais je me rends compte plus. Je connais ces histoires, puis toujours maintenant avec mon âge adulte et avancé, je me rends compte de ce que ça a dû être. Et petit, quand tu étais petite à l'époque, tes parents t'avaient dit tiens, tu peux mourir à chaque instant. Ils t'ont dit la vérité quand tu as été en âge de comprendre. Non, je sens que je suis choyée. Je vois que je marche pas et que les autres gamins marchent. Je pose des questions. Au bout d'un moment, je regarde, moi je m'éclate à regarder les autres. Je suis pas du tout dans la frustration. Et un jour, je demande, mais est-ce que je vais marcher demain? Oui, quand tu seras... Il y a une partie de ma famille qui avait... mes parents ont divorcé. Donc du coup, j'avais les deux côtés. Il y a une partie pour qui je pense que c'était juste simplement plus dur. Chacun appréhende différemment la chose. Bien sûr, bien sûr. Et il y a une partie pour qui c'était dur de me dire que je ne marcherais pas. Et qui me disait, mais attends, en grandissant, mange bien ta soupe. Enfin, tu seras forte et tout. Donc moi, je me disais, ça va arriver parce que je suis petite. J'avais associé ça au fait d'être petite. Et de l'autre côté de ma famille, en découvrant que j'attendais de marcher,
de bien manger ma soupe pour marcher. Il m'a dit, mais Julie, tu marcheras pas. Tu marcheras jamais. Par contre, tu pourras faire plein de choses. Tu pourras faire des grandes choses que d'autres feront pas. Et j'ai retenu ça parce que c'était la seule chose à retenir. Mais alors vraiment, je blâme personne. Qui t'a dit ça? Mon père. Ton père, il est très présent? Ouais, il a toujours été très très présent. Et ma mère aussi, c'est vrai que souvent, quand je fais des interviews, je parle de mon père parce qu'il a été là dans des instants vraiment très décisifs. Mais ma mère est aussi très très importante et elle est beaucoup plus présente plus tard dans ma vie et maintenant. On a une relation hyper forte, mais j'ai mis beaucoup de temps. J'ai longtemps pensé que ma mère m'aimait pas ou presque regrettait de m'avoir eu. Et en fait, on me disait, mais c'est parce qu'elle se sent coupable que tu sois comme ça. Mais cette réponse, elle me satisfaisait pas, je la comprenais pas. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me rends compte, mais j'ai parlé avec une de mes tantes aussi qui m'a dit, mais la peur que tu as quand tu mets ton premier enfant au monde et qu'on te dit qu'il va mourir, elle était terrifiée, ma mère. Et du coup, aujourd'hui, je la comprends tellement. Et je n'en veux tellement pas. Et elle a tellement fait du mieux qu'elle a pu. Tu as eu des frères et sœurs? Ouais. Mon père, il dit toujours, j'ai fait un brouillon. C'est moi, le brouillon. Ma maman a une fille, c'est des demi-sœurs, mais alors je déteste ce genre de terme à la con. Donc j'ai une sœur, quand j'avais 7 ans, ma mère a remis le couvert. Et d'un seul coup, c'est marrant parce que ma vie a un peu changé de sens. Je me suis dit, je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais je me dis, je dois protéger cet enfant. Je dois la protéger. C'est ma petite sœur. Elle n'est pas en situation de handicap, elle? Non, du tout. Est-ce que c'est génétique? Oui, alors c'est génétique. Ça vient des parents, des grands-parents ou rien à voir? Il y a un peu, c'était pas ma famille, c'était les anciens, les grands-parents un peu, tu sais, anciens. Mais ça vient de votre côté de la famille, bah, certainement pas, ça vient du vôtre. Et en fait, cherchez pas les gars, c'est le père et la mère qui en se gênent là. Et qu'ils se rencontrent, et qui fait qu'ils se rencontrent. Des fois, ça match, des fois, ça match pas. Bon, bah, pour moi, ça a matché. Et donc, du coup, il aurait fallu que le père de ma sœur ait le gène aussi, pour éventuellement qu'elle soit handicapée, donc elle ne l'est pas. Et plus tard, quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu ma deuxième sœur, et qui est un peu s'appelle mon bébé sœur, parce que j'avais 17 ans quand elle est née, donc j'étais déjà grande, quoi. Je l'ai vue grandir, et elle m'a toujours appelé sa deuxième maman et tout. Je suis ouf de mes sœurs, elles sont incroyables, et elles sont toujours tellement présentes, et je suis fière de ces femmes, mais comme pas possible. Tu vas te faire opérer pendant des années. Tu dis, tu as plein d'opérations, dont une qui va te faire très mal, je crois, aux alentours de tes 13-14 ans. Ça va te permettre de gagner en mobilité? Ça va permettre de sauver ma vie. Concrètement, moi, j'arrive vers l'âge de 11-12 ans, avec des douleurs permanentes, quotidiennes. Je peux me réveiller jusqu'à 12 fois par nuit pour changer de position, juste parce que je suis tellement maigre en plus. Je pesais à peine 17 kilos. Donc j'étais vraiment extrêmement maigre, une extrême. À 15 ans, tu faisais 17 kilos. Ouais. Alors, je suis pas très grande. Donc proportionnellement, je fais 1 mètre. Alors sur mon passeport, je suis 1m53, comme Shakira, mais c'est que sur le passeport. Je dis, tiens, je vais mettre comme Shakira, c'est cool. Je crois que je suis 1m48, un truc comme ça. Mais je faisais... Attends, tu faisais 17 kilos 30. Ouais. Mon fils de 5 ans, il fait 17 kilos. Alors, ça s'explique parce que, en fait, ma colonne vertébrale, j'ai ce qu'on appelle une scoliose, donc faisait un S. Parce que comme j'ai pas de muscles, j'ai pas les abdos pour me tenir droite, les vertèbres, tout ça. Donc, je me tassais. Donc, j'étais encore plus petite. Donc, là, sur le passeport, je pouvais marquer ce que je veux. J'étais vraiment tassée. On aurait dit un South Park, quoi. Le truc le moins fun dans l'histoire, c'est que à l'intérieur de toi, tu as des organes. Et quand la colonne, elle est aussi là pour maintenir tout ce bordel. Et du coup, d'un côté, en gros, j'allais mourir. Vers 11-12 ans, j'ai rencontré un professeur, un médecin dans un hôpital qui m'a dit, là, votre fille, c'est... Il m'a parlé à moi pour la première fois. Il m'a dit, là, tu peux rester en vie, mais il faut que tu m'écoutes et ça va être compliqué. Et j'avais la colonne vertébrale qui, d'un côté, écrasait mes poumons, elle allait perforer mon poumon. Et en bas, écrasait mon estomac. Mon estomac était complètement sur son côté. Enfin, tourné, c'était chelou. Mais ce qui fait que j'arrivais pas à manger. Quand je mangeais, j'avais mal au ventre. Ça passait pas, j'avais un tout petit estomac. Donc du coup, j'étais hyper maigre. Donc du coup, c'était un putain de cercle vicieux, en fait.
Et ils m'ont dit, mais en fait, si tu veux tout ça pour trouver ta respiration, pour retrouver ta digestion, parce qu'on se rend pas compte, on se dit, la digestion, c'est un truc de vieux, les tisanes de digestion, tu vois. Mais en fait, si tu digères pas, tu vis pas. Tu vis pas. Et avant tout ça, avant de parler de tout ça, il faut qu'on redresse ton dos et que ton dos il tienne pour pouvoir tenir toute cette carcasse. Et du coup, le but à terme de l'opération, c'était de redresser mon dos et de mettre des barres de fer dans mon dos, comme un tuteur à une plante. Ouais, voilà, ok. Enfin, une très belle fleur. Et pas censé rire quand je dis ça. Mais tu fais exprès, tu cherches ça. Non. T'es très marrante. Hein. Je t'ai vu en interview, tu fais des vannes sur vannes sur vannes sur le sujet. T'as pas de problème à faire des blagues là-dessus. Non, j'en parlais tout à l'heure avec une des assistantes. C'est une façon de... C'est pas un jeu où je fais semblant, mais je me réapproprie mon histoire en rigolant avec. J'en fais ce que je veux. Est-ce que c'était... Tu parlais de l'opération, tu sais que c'était une grosse opération. C'était risqué, il te prévient le médecin avant? Ouais, donc je t'ai dit, j'arrive à 11-12 ans là-bas. On me dit, voilà, le chantier, c'est ça. On vous hospitalise. Ok, combien de temps? On sait pas. J'arrive, donc moi, toute ma petite enfance, quand j'allais à l'hôpital pour tous ces problèmes digestifs et pulmonaires, je suis dans des chambres mère-enfant. Mon père reste avec moi. Tu vois, je reste pas seule parce que le personnel soignant est un peu perdu face à moi. Ils sont pas habitués de ma pathologie, etc. Et là, j'arrive à 12 ans, je me fais hospitaliser. On sait pas combien de temps. Et il n'y a pas de chambre mère-enfant. Je suis toute seule. Et on est 8 dans la chambre. Putain. C'est une immense salle, c'est un très vieil hôpital. Et on est 8, pas de paravent, pas de... T'as 8 électriques Pas d'intimité, quoi. Pas d'intimité. Il vaut mieux avoir envie de faire caca quand c'est le matin avant les visites. Parce que si tu le fais après les visites, tu peux avoir le papa de ta copine ou la mère de un tel et voilà, quoi. Donc, bon, c'était pas très classe, tout ça, mais c'est une réalité aussi. L'intimité, tu l'oublies. On te change devant tout le monde. Enfin, voilà, c'est... Et là, du coup, première hospitalisation, on s'attend à rester 2-3 semaines. On reste 5 mois. Je me fais opérer des hanches. Et avant, parce qu'il faut opérer des hanches. Et je dois rester allongée pendant 5 mois. Putain, 5 mois. Alors, je suis attachée à la taille par une ceinture en cuir qui... Ça en ferait triper plus d'un aujourd'hui, mais j'ai une ceinture en cuir autour de la taille pour m'attacher au lit. Et j'ai 3 kilos à chaque jambe qui tirent pour m'étendre les jambes. Jour et nuit. Pendant 5 mois? Ouais. La nuit, je dînais avec une infirmière que je kiffais. Elle voyait que j'avais trop mal. Et elle me posait des poids sur une table, sur une chaise, pour les relâcher un peu pour que je dorme, parce que c'était juste ouf, quoi. Donc, quand je pars dans un truc... ma vie, elle est rythmée par je me réveille le matin, je pleure, parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Je crois que j'aurais préféré qu'on me dise tu restes 1 an. Je me serais dit, ok, tu vois, je me fais un peu mon... Ouais, là, tu sais pas si c'est... Là, tu sais pas du tout. Et mon père est pas là quand je me réveille. Ça, c'est dur, il est pas là quand je m'endors. Et j'attends la fin de matinée. Ma tante me téléphone tous les jours. Je ne verrai jamais. Après, il y a Dactari, il est repassé Dactari à l'époque. Ma sorcière bien-aimée. Le plateau repas et les bruits des Santiago de mon père qui arrive dans le couloir. Et là, ça y est, je peux enfin respirer. Parce que mon père est là et que plus rien m'arrive. Et ça dure 5 ans. 5 ans? On me renvoie chez moi quelques semaines, quelques mois. Après, il faut que je revienne refaire étirer mon dos. Et là commencent les vraies séances de torture qui vont permettre de fixer mon dos. C'est-à-dire, ça s'appelle le cadre. Et le cadre, c'est comme un échafaudage. C'est d'être très visuel. C'est un échafaudage sous lequel tu passes un brancard. Donc moi, je suis sur le brancard allongé, sous l'échafaudage. Et là, on t'attache à des poulies. Encore une fois, ça pourrait être un truc hyper sec maintenant, mais vraiment, ça pourrait faire triper plus d'une personne, ce cadre. En fait, t'as vraiment, on dirait du bondage, je crois vraiment, pour le coup. T'as des sangles? Des sangles, des lanières qui t'entourent, ton corps est entouré. Avant ça, on te prépare, on dirait que tu vas faire un crash test, on te met de la mousse autour de toi, du jersey, du feutre, on te coud autour de toi. Et là, on te met dans les sangles. Et t'es tellement bien harnaché que d'un seul coup, ils t'enlèvent le brancard. Donc, t'es suspendu comme un genre de hamac. Mais c'est pas en un l'air. hamac... Enfin, en dessous, il y a sa place pour que les gens aillent dessous, voir ton dos. Et toi, t'es suspendu, t'es en train de mourir de peur. T'as des poids, t'as le bout aux jambes, des poids à la tête. Vraiment, c'est un truc d'écartelage, tu vois.
Elle est sympa cette émission, hein. Grosse ambiance. Et là, en fait, t'as un gars, il se mettait en dessous, et il regarde de dos, il fait bah, tu tires à sangle le numéro tant. Et là, il tire, et là, ça te redresse, ça te tourne le bassin. L'autre, ça te retourne les épaules dans l'autre sens. Comme j'étais un peu vrillée, il fallait me dévriller. Sauf que moi, je suis bloquée comme ça, tu vois. Et là, ça pousse. Et là, le gars, il s'appuie sur l'omoplate. Vous serrez là, vous tirez là, machin. Et ça dure 5 putains d'heures. Pas. Et je crie, je pleure, je souffre, mais on continue. On continue. Et je me rappelle que j'ai demandé, première fois qu'on me fait ça, on me dit pas ce qui va se passer. On me dit, on va te faire un corset en plâtre. Vas-y, corset en plâtre, tranquille. Et bah, ça passe par là, quoi. Et ensuite, comment on t'a plâtré? Oui, une fois que t'es en position, on te plâtre autour de tous ces tissus, ces bandes, etc. Donc, t'es plâtré. Ils t'ont plâtré le corps. Torse nu des hanches avec la minerve jusqu'à la tête. Oh là là. Et là, une fois que c'est séché, il faut enlever les bandes. Mais elles sont collées par le plâtre. Donc déjà, il faut tirer, Je me suis fait... Une fois, ils m'ont démis le coccyx, ils m'ont bougé une côte, sans le faire exprès, Tu pouvais sur les bras aussi, t'étais plâtré? Non, juste le corps. Non, pas les bras, putain, tu m'as dit. Du coup, en gros, à la fin de tout ça, mon dos a tellement été redressé et assoupli que je peux me faire opérer. Je suis enfin au moment où on va me bloquer mon dos pour que je sois à droite ou presque devant toi aujourd'hui. Et ça, c'est ma deuxième naissance. C'est que d'un seul coup, après la réanimation, je peux m'asseoir dans mon fauteuil et je peux sentir juste mes cheveux dans mon cou. Et je dis à mon père, papa, on peut aller acheter des boucles d'oreilles. J'ai trop de mettre des boucles d'oreilles. C'est que mon gros corset plate, je ne peux plus mettre de boucles d'oreilles. Et ça a été la renaissance. Les premiers pas, balèque, mais ça, c'était ouf. Et d'avoir la fierté de dire à mon père, regarde, papa, on l'a fait, quoi. D'aller faire les magasins et de devenir une adolescente. Enfin. T'arrives à avoir une adolescence? Ouais, vers 20 ans, ouais. J'ai l'impression. Qu'est-ce que tu vis quand tu dis je vis une adolescence? En fait, quand je suis sortie de là, j'ai tellement enduré que je me suis tapé une dépression de 3 piges. Une très forte dépression parce que, en fait, j'avais appris à vivre avec une espérance de vie limitée. D'un seul coup, une espérance de vie tout court. Là, je fais comment on s'organise quand on a un avenir? Et en fait, j'ai tenu dans les moments les plus durs. Et là, je suis chez moi, je suis tranquille, je peux faire ce que je veux. Paf, je pars en déprime parce que je comprends pas comment... Je sais pas les codes, quoi. Je sais pas les codes. Est-ce que tu peux sortir? Est-ce que tu as des amis à cette époque? Ouais, j'ai quelques amis. Avant ça, j'étais dans des institutions pour handicapés. T'es pas à l'école normale? Non, je suis pas à l'école normale. Et je crois qu'il y a des parents d'élèves qui voulaient pas que tu viennes à l'école. Ça porte malheur. Ah oui? C'était les années 84, 85. Nous, on enlèvera nos enfants si cette gamine vient dans l'école. Donc les écoles normales ne voulaient pas de moi. Du coup, je fais tout ça. Et là, je me dis, maintenant, je vais aller dans une vraie école. Et il s'est quand même passé 15 ans. Donc les mentalités ont un peu évolué. Et j'ai terminé ma 4e, ma 3e dans un vrai collège où j'allais toute seule, le collège de mon quartier, avec les potes de mon quartier. Et j'ai été fière comme un pape, quoi. C'était... Donc tu sais, tu as des copines. Est-ce que tu peux aller, tu dis c'est l'adolescence, est-ce que tu peux sortir en boîte? Alors, comment dire, les années 90 et l'inclusion, comment c'est c'est-à-dire que tu vas à 18 ans. Moi, j'attendais mes 18 ans juste pour aller en boîte. En 99, tu avais 18 ans, du coup? Ouais, c'est ça. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce que raison de sécurité. Ok, alors quelle raison? Je sens des arguments foireux, je sens que derrière, il y a pas. Et puis, non, mais notre clientèle, elle est pas prête pour ça. Ouais, tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais attendre encore un peu. C'est pas grave, on se fait des teufs. Je suis partie en été en Bretagne, je me fais les meilleurs potes de ma vie. On se met des murs en Bretagne. On se rejoint dès qu'on peut. Tu peux boire de l'alcool? Comment dire? Quand mes potes de l'époque, je leur dis que je ne bois plus aujourd'hui, ils sont genre morts de rire, comme toi il y a 2 secondes. Parce qu'on m'appelait Tonneau à une époque. Mais j'ai tout rattrapé. Moi, à 19 ans, j'ai dit à mon père, écoute, j'ai fait mon premier... On y reviendra sans, mais j'ai fait mon premier défilé de mode. Je sais ce que je veux faire. On va y arriver après, ouais. Papa, je pars à Paris. Donc mon père, déjà, il faut qu'il se dise, ma fille, qui était toute fragile, elle va mieux. Elle est devenue indépendante. À la fois, c'est tout ce que je voulais. Mais à la fois, à 19 ans, elle me dit, je me casse.
J'ai trouvé une jeune fille au père avec qui je colloque et tout. J'ai des colloques, c'est l'auberge espagnole. Et là, je rattrape. Et là, l'alcool fait partie du game. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté. Parce que j'ai beaucoup trop picolé entre 20 et 25 ans. C'était pas dangereux pour ta maladie? Je me suis pas posé la question. Non, je me suis bien marrée. En vrai, c'est dangereux organiquement. Le reste, ça allait, quoi. C'était dangereux quand je conduisais. Mon fauteuil, je ne pouvais pas que je fasse toute seule, quoi, parce que je... T'as essayé la drogue? Ouais, à l'époque, c'est marrant parce que mon père m'avait dit, j'ai essayé de fumer, du tabac, après du chip, je vais faire de la beuh plus tard, et j'ai testé la cocaïne parce que j'ai eu l'occasion. Je leur fais pas l'apologie du tout. Non, il faut pas le faire, évidemment. Non, et puis, non. ni le shit, ni d'ailleurs, on a eu des médecins qui ont dit que ça abîmait très très fort le cerveau. Ah oui, complètement. Dès la première fois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas le faire du tout. Ah quoi. non, mais je recommande pas du tout, mais il a fallu que je fasse mes conneries, que je les fasse juste un peu plus tard. Et mon père m'avait dit, pour prévenir de ça, et salopard, s'est servi de ma fragilité, il me fait, Lucie, une seule bouffée de tabac, tu peux mourir immédiatement. Et la cocaïne, parce que mon père a bossé dans le milieu de la nuit, donc c'est quelque chose dont tu avais déjà entendu parler. Et il m'a dit, mais ne serait-ce qu'un grain, ton cœur s'arrête immédiatement. Dans ton cas. Et il me fait croire que ma pathologie, c'est ça. Parce que c'est pas vrai du tout. Et puis qu'à 21 ans, je me dis, ouais, je vais tester quand même. Et puis c'était pas vrai du tout. Et j'ai vite compris que j'étais quelqu'un d'un peu extrême et que je pourrais vite aimer ça. Donc du coup, j'ai dit, t'as arrêté. parce que je me suis dit quand même, mes 2 points fataux, finaux, c'est quand même le diaphragme, enfin c'est donc la respiration et le cœur. Donc on va essayer de les laisser tranquilles, parce que quand tu fumes, en termes de... Enfin, je veux dire, j'ai des problèmes respiratoires, je fume, donc j'ai fait la grande pendant 2 ans à fumer, puis après je me suis dit, arrête. On va faire venir Jean dans un instant, qui est ton mari aujourd'hui. Est-ce que tu as eu des petits copains? L'adolescence, c'est ça aussi? Est-ce que tu as eu des petits copains avant? Tu parles de soirées, t'as testé l'alcool, etc. Machin. Est-ce que tu as eu des relations? Moi, je sais que ça a été tardif. C'est un truc avec lequel j'ai toujours été très à l'aise, puisque moi, mon père avait un club échangiste quand j'étais... Mais non, c'est vrai? Quand j'étais petite. Ouais, en fait, on se dit, the perv. Non, juste que mon père, ça aurait été n'importe quel autre boulot, et il l'aurait fait. C'est sûr qu'il a un truc, il est très décomplexé, et il a un truc pour animer, quoi. Tu vois, il est vraiment, tout le monde le suit dans ses conneries. C'est un géo, quoi, comme au Club Med. Ouais, je te jure. Et il y a un pote veut monter une affaire. Je trouve que c'est un club échangiste. Et que mon père, il a besoin de ses journées, c'était avant mon opération. Mon père a besoin de ses journées pour quand je suis malade, parce que je peux pas aller à l'école. Et il garde pas ses boulots, parce qu'à chaque fois, il dit, demain, je viens pas. Donc, il bosse la nuit. Il s'amuse bien, quand même. Et la journée, il est là. Donc, du coup, ça a toujours été quelque chose de très... de très fait? Très OK. Ouais, voilà. Et du coup, toi, t'as commencé... Et moi, ça a commencé tard, parce que tant que j'étais dans mon corset, dans mon carcan, je voyais que des handicapés. Donc je me disais, ça va être compliqué quand même, l'amour platonique, pas mon délire, on va faire comment concrètement? Puis moi, j'ai toujours été attirée vers des valides, il n'y a pas d'histoire tu vois, t'es de la même communauté, donc tu vas avec... T'es jamais sorti avec une personne en situation de handicap? Une fois, plus tard, parce qu'il me plaisait bien. Et je me suis vraiment rendu compte qu'on pouvait vraiment rien faire. Donc, et l'amour platonique, peut-être quand je rêvais, mais non. Et pas encore, je suis pas si vieille. Et du coup, j'étais la bonne copine, parce qu'en fait, les mecs n'étaient pas forcément à l'aise avec ça. Et l'époque aussi faisait que j'étais très maigre, donc ils devaient avoir peur. Plusieurs m'ont déjà dit, plusieurs avec qui j'ai pas couché quand on était potes, et 10 ans plus tard, on a couché ensemble, m'ont dit, mais à l'époque, j'avais peur de te casser, en fait, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Ça a juste été une expérience comme ça, mais... et j'attirais pas, parce qu'en fait, j'avais pas les codes non plus. Et ensuite... Les codes, c'est-à-dire? Comment on drague? Et comme j'étais vachement dans l'humour, comme j'ai toujours été, on se disait, c'était un peu contre-productif. Ton premier petit ami, tu l'as à quel âge? En fait, j'assumais pas de vouloir avoir un mec. Je tombais amoureuse, c'était 5 minutes, en plus, c'était l'enfer. Mon premier mec, vers 19 ans, mais sauf qu'il a été un petit peu inélégant, même avant ma majorité. Donc, du coup, c'était pas un truc, c'était un peu narcissique, un peu, voilà. Donc, j'ai pas eu une première expérience très, très ouf, et il m'a bien mis dans la tête, tu es inaimable, il n'y a que moi qui pourrais t'aimer. Tu pourras plaire à personne. Et ça a bien marché pendant longtemps.
Donc, du coup, je me suis consacrée à faire ce que je voulais, être créatrice de mode, parce que j'ai été pendant quelques années. Parce que tu as dessiné, en fait, à l'hôpital. Ouais, parce que tout ce qui a trait au corps était tellement de douleur et laideur. C'était des corps difformes, la souffrance. Donc, du coup, par nécessité, je me suis mise à sublimer des corps. Et mon père m'avait installé un miroir au-dessus de moi, comme Frida Kahlo quand elle était dans son lit, parce que j'étais allongée et que je ne voyais pas ce que je faisais. Et du coup, je dessinais comme ça. Et je sublimais des corps, toujours très sexy, parce que je compensais ce que j'avais pas, tout simplement. Et du coup, voilà, pour tout ce qui est des mecs et de la sexualité, ça a été tardif. J'ai commencé donc du coup avec un connard, c'est le principe des ex. Ensuite, j'ai enchaîné avec un deuxième connard. Encore une fois, c'est un ex, donc c'est un connard. Ils ne sont pas tous, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment cumulé pas très bon choix. Et en fait, moi, ma révolution sexuelle, elle est arrivée hyper tard. Pas mes premiers rapports, mais vraiment Ta libération. Ouais, la libération, vraiment. C'est aux États-Unis, parce que j'ai déménagé aux États-Unis en 2013, à la suite d'un burn-out. J'ai dit, tout le monde casse les couilles, je me casse. Parti en Californie. Autant aller, il fait beau. Quand tu préparais l'émission, j'ai entendu que tu disais à l'équipe, tu disais c'était mon année sabbatique du cul. Enfin, sabbatique, non, pas tant que ça. C'était mon année sabbatique à moi, tu vois. Mais en termes de cul, ton année sabbatique, je sais plus ce que tu as dit. Ouais, j'ai dire un truc. Tu rigolais avec ça. En fait, je me suis... Là-bas, je suis obligée de te raconter. Bref, je rencontre mon voisin. Je me rends compte qu'il est en train... Il y a un mec qui sort de chez lui avec du cellophane autour du bras. Donc, il est tatoueur. Et je vois ce mec hyper sexe, tatoué partout. T'es aux États-Unis, là? Ouais. T'es partie faire un an d'année sabbatique, là-bas? Ouais. Et tu es partie toute seule? Avec mon meilleur ami. C'est lui qui t'aide? Ouais, c'est lui qui m'aide. Et c'est comme mon frère aujourd'hui. Et j'ai réussi à monter un défilé là-bas. Moi, j'étais allée pour rien faire et j'ai fait un défilé. Et je me suis dit, putain, j'ai pu faire ça. Non, je peux tout faire. Ça m'a reboosté. Et du coup, je rencontre ce voisin. Et là où je vois la différence avec la France et tout ce que j'ai vécu, c'est que je me dis, wow, déjà, l'ascension sexuelle de ouf qui me plaît. On prend l'ascenseur et je dis, mais ça tombe bien, j'ai un projet de tatou, parce que j'ai beaucoup de tatouages. Ça se voit pas, je suis bien habillée, je suis correcte aujourd'hui. Et du coup, je dis, j'ai un projet de tatou, faudrait qu'on en parle. J'ai absolument pas un projet de tatou et j'ai pas un sou en poche. Et un tatou, c'est au moins $200 à l'époque. Et du coup, je tape un petit peu dans mon livret et il me dit, viens, on parle de ton projet de tatou si tu veux. Moi, c'est juste pour voir le mec. Et du coup, j'y vais, il me fait des allusions et tout. Vas-y, tu comprends pas bien l'anglais, donc à mon avis, il est pas en train de te draguer. Lucie, c'est genre un peu trop beau le truc, tu vois. C'est un bad boy, j'adorais les bad boys à l'époque, maintenant je trouve ça naze. Mais, et du coup, il me fait des allusions, genre demain on se voit, je te fais ton tatouage. Et ici, c'est comme à Vegas, tout ce qui est à Vegas reste à Vegas. Ici, c'est pareil. Et là, je fais, putain, ça a l'air clair quand même. Bref, il me raccompagne à la porte et là, il m'embrasse. Galoche de l'espace. Je fais, ok, j'avais bien compris en fait. Je trace dans le couloir, je retourne mon collègue, je fais, Carlos, faut qu'on aille vite me faire épiler. Parce que moi, c'est la forêt vierge, si tu veux. Bon, je vais laisser mon mec mon ex en France, et du coup, depuis, je comptais pas. Voilà. Et moi, je vais me faire tatouer, et avant de me faire tatouer, je suis passée sur la table de tatouage. Et c'était génial. Parce qu'en fait, juste, je me suis dit, mais waouh, juste, ce mec, je l'ai vu, il y a une tension sexuelle entre nous deux, il m'a plu, le lendemain, on l'a fait. Alors que les mecs en France, ils vont se poser la question pendant 128 ans. Ouais, mais est-ce qu'elle va pas trop s'attacher, vu que ça lui arrive pas souvent? Mais est-ce que je vais pas non plus la blesser? Puis, est-ce qu'il y a un petit côté, j'aimerais bien tester. Tu vois, ça m'a, si tu me fais en fauteuil, mais ça a un peu peur et tout. Là, moi, je teste, bien, on en parle, tu vois. Et on se pose trop de questions. Et là, juste c'est arrivé. Et je me suis dit, moi, ça m'a complètement libérée parce que c'est devenu mon sexe neighbor, quoi, mon voisin, mon jeune. Et après, on s'est mis ensemble, mais ça, c'était une connerie. Mais en même temps qu'on était friends, c'était génial. Moi, je me disais, je suis désirée. On fait ça, il le fait plutôt pas mal. Pourquoi ça t'a déclenché quelque chose après aux États-Unis? Parce que je me suis dit, j'ai assumé. Je me suis dit, mais je vais assumer de kiffer ça, en fait. C'est cool. Et à partir du moment où ça s'est passé,
j'ai complètement assumé, j'étais complètement décomplexée avec ça. Assumé de ne pas être une folle du cul si juste j'ai envie d'avoir une sexualité. Parce que tous les institutions où j'ai grandi pour handicapés, moi, je parlais souvent de sexualité. J'avais demandé à aller au planning familial pour me renseigner sur la contraception quand j'avais 16 ans, 17 ans. Pour moi, c'était logique pour une adolescente de mon âge. Je me disais, mais tu vas pervertir tous tes camarades, mais tu es une folle du cul. Et je portais ça vraiment de manière hyper péjorative et on me touchait. Et là, je me suis dit, mais je vous emmerde, en fait. Je suis pas forcément une folle du cul juste parce que je vais avoir une vie sexuelle, mais comme n'importe quelle meuf, quoi. Alors, je comprends que des fois, les difficultés physiques peuvent empêcher que ça arrive, mais je pense que quand toi, t'es complètement assumé et que t'as envie, que t'es dans la séduction et que t'as envie de faire tomber ce gars, mais en fait, tu peux le faire juste autorise-toi, en fait. Et après, que des mecs valides, tu dis? Ouais. Alors lui, oui, c'était... Tu les rencontres comment, à part le tatoueur? Tinder. Tinder? Tiens, putain, je vais dire un mot. Badou. Qui se rappelle de Badou? Il y a un monsieur qui a rigolé derrière là-bas. Fait que je vais apprendre. Ouais, Badou, Tinder. Je cache rien du tout sur la marchandise parce que t'imagines la surprise, on a rendez-vous, t'arrives et... Ah, tu mets une photo de toi en fauteuil? Ah oui, complètement. Tu mets pas juste ton visage? Non, je suis vraiment dans... C'est une surprise que j'aimerais pas qu'on me fasse, donc je la ferai pas. Et justement, je veux que le mec soit là pour moi et ça fait partie de moi aussi. Sans me définir, ça fait partie de moi. Et ça fonctionne de ouf. Ah bon? Ouais. T'as eu énormément de succès sur Tinder? Ouais. Ouais. Et avec des mecs qui essayent pour la première fois, tu disais? Il y en avait qui avaient un côté... moi, par contre, je dois te dire la vérité, c'est plutôt la curiosité. Je ne cherche pas... Moi, je voulais plus m'engager parce que j'avais une peine de cœur avec ce Raymond, là, l'américain. Donc, du coup, j'avais vraiment pas envie de me rattacher. Puis, j'avais dû rentrer des États-Unis. J'étais vraiment en bad mood. Je me suis dit, je vais que me faire du bien, en fait. Mais comme je suis seule, j'y arrive pas. Il fallait un mec. Donc du coup, voilà, j'allais à la pêche et ça marchait plutôt bien. Il y en a qui voulaient juste, tester la curiosité de se dire... je me dis, je regarde la photo, il me plaît. Écoute, teste plutôt avec moi qu'avec une autre, viens. Voilà. Sans jamais prendre de risques inconsidérés non plus, sans faire de conneries. Je suis une grande fille responsable. Parce que c'est la preuve. Sauf qu'un jour, ça me gonfle parce qu'au bout d'un moment, voilà, tu fais lasser et puis je me retrouve. Bref, je déménage, je me retrouve en Ardèche, Los Angeles, Ardèche. C'est assez violent comme switch. Et un dimanche, je me dis, je me rappelle m'être dit cette phrase horrible. Tiens, je vais me reconnecter sur Tinder, je vais voir ce qu'il y a à manger. J'ai honte. Et j'élargis mon périmètre de 5 km à 30 km. Sans quoi, je rencontre jamais les gens. Et les gens est en vacances en Ardèche. Ton mec? Aujourd'hui, ouais, ton mari? Oui, le mari aujourd'hui. Est en vacances en Ardèche parce que lui, il est parisien. Et il allume l'appli ce jour-là, il se remet à dire, allez, je vais essayer. Et ça match direct. Et j'en ai matché plusieurs. Mais je me rappelle, quand j'ai cliqué, j'ai dit, putain, lui, j'espère que ça va matcher. Lui, j'espère vraiment. Marrant. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble? Et à force de dire ça fait 10 ans, ça va faire 11 ans. Dans 2 mois, ça va faire 11 ans. On le fait rentrer maintenant, si tu veux? Ouais, attention, il est très beau. Comme ça, il va raconter l'anecdote, parce que on aura les deux versions de la rencontre. C'est parti. Ça y est, on a fait rentrer Jean. Bienvenue, Jean. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup, Guillaume, pour l'invitation. Avec plaisir. T'as moins l'habitude de faire des interviews, je crois. Ah, beaucoup moins, ouais. Vous vous êtes rencontrés sur Tinder. Exactement. Attends, juste, est-ce que tu peux nous dire qui t'es en 2 secondes, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, d'où tu viens? Pas de souci. Alors moi, je suis Jean Datry. Je suis le mari de Lucie, mais pas que ça. Je suis aussi dessinateur, Tu n'es pas que le mari d'eux ou la femme d'eux. Voilà, c'est ça. Je suis aussi dessinateur, illustrateur, et puis j'ai 41 ans. Je suis avec une cougar. Ça va. Dessinateur. Vous êtes rencontrés sur Tinder? On s'est rencontrés sur Tinder, exactement. Donc c'était en quelle année? 2015. C'était en 2015. En 2015. Ouais. Toi, comment ça se passe à l'époque? T'es célibataire depuis longtemps, depuis pas longtemps? Ouais, T'es dans quel mood? je suis célibataire depuis septembre 2014, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Et je commençais un peu à tourner en rond, tu vois. Et je me disais, bon... et là, j'installe l'application Tinder. Mais vraiment, c'était ma première rencontre. Tu l'as installé ce jour-là? Ouais. Ah ouais.
C'était ma première rencontre Tinder. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et attends, donc tu swipes, tu découvres. Je swipe, ouais, je découvre, je me dis, tiens, allez, hop, top, allez. Moi, j'allais prendre tout, quoi, tu vois. La preuve. Tu valides tout et tu verras ce qui te match aussi. Non, en gros, et c'est ça. je vois Lulu, enfin, je vois Lucie. Et Tu vois qu'elle est en fauteuil? ouais, je vois qu'elle est en fauteuil. Elle le cache pas, elle le dit. Hein. Non, Je l'ai expliqué avant. elle le cache pas, et ce que je vois, c'est surtout, elle avait une description qui était, enfin, c'était un roman, quoi. C'était, tu l'as entendu parler tout à l'heure. Donc, voilà. Je te fais pas un dessin, du coup. Mais je me suis dit, ouais, elle a l'air cool, cette nana. Mais je me suis... Lui, c'est une phrase. Ouais, Donc quoi, ta bio, c'était quoi ta bio? Ma bio, c'était, enfin... J'aime pas les andouillettes. Voilà, je me suis dit, on va pas non plus... Voilà, si ça... C'est toujours un peu nul, les bios. Tu sais pas quoi mettre, c'est ça. Moi, il m'a juste fait rire, en fait. Et je vois businesswoman à roulette, tatati, tatata. Il y avait plein de trucs. Puis... Mais alors, je pensais pas du tout... ça match, puis on discute. Voilà. Toi, t'étais jamais sorti avec une fille en situation de handicap? Non, jamais. Juste, avant Lucie, j'ai eu des petites copines, des chéris qui ont toujours été valides. Hein. C'était vraiment Lulu, c'était ma première Dans cet état-là. dans cet état-là, ouais, si je peux le dire. J'ai flashé sur 6 roulettes. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais... Vous êtes vachement dans l'humour, ça. Ouais. Ouais, ça se fait chier. Ouais, C'est son grand nez aussi qui a dû m'accrocher comme ça, tu vois. Alors, après, si j'ai aucune photo de profil, je suis quand même pas con. Je mets une photo, mais je mets pas de nez de profil. Non, et on discute, on commence à parler, puis donc ça match. Et c'est elle qui m'envoie son premier message qui me dit moi non plus, j'aime pas les andouillettes. Puis on commence à parler. C'est hyper sexy comme début de... C'était génial. C'est ton premier message à ton futur mari. J'ai dit, ça tombe bien, moi non plus, j'aime pas les andouillettes. Qu'elle m'a envoyé. Et après, vous avez discuté avant de vous voir longtemps? Enfin, Non, parce que moi j'étais en vacances en Ardèche, comme elle t'a dit tout à l'heure. J'étais. Moi, je suis de la région parisienne à la base, et du coup, et j'étais en vacances avec un ami en Ardèche. Et je dis à mon pote Xavier, je lui dis bon bah là j'ai un match, on repart dans 4 jours. On retournait sur Paris, et je lui dis j'aimerais bien la rencontrer. Donc et je propose à Lucie, je lui dis écoute, moi je repars là dans 4 jours, si ça te dit, c'est maintenant qu'on se rencontre, quoi, parce que on parlait jusqu'à 3h du matin, jusqu'au téléphone, on s'appelait. Jusqu'à les 4 jours avant qu'on se rencontre, on a parlé jusqu'à les 3 du mat. Le matin, je me réveille avec un bonjour princesse. Je oh putain. Je te disais ça, moi? Ouais. Bonjour. D'ailleurs, ça fait longtemps. Les mecs qui voulaient plus, je croyais plus du tout à l'amour et tout. Là, il m'a cueilli, quoi. Il m'a fait tomber. Attends, et donc, t'avais des a priori, des inquiétudes au début? Je me suis dit, on y va, on va voir. Je pensais pas du tout à me mettre avec toi à la base. Hein. Enfin, c'était. Ah, c'était pour un truc plus. Non, j'étais vraiment. C'était pas de la curiosité. C'était peut-être une rencontre d'âme, tu vois. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Ça a été. Et je me rappelle que la veille où on s'est vus, on était au téléphone, on n'arrivait pas à se quitter. Et limite, on allait se dire je t'aime. Mais on s'était jamais vu, quoi. Un soir, on parle de tout. Et je lui dis t'es croyant? Il me fait on en parlera quand on se verra. Je lui dis ça, tant que tu me dis pas que t'es témoin de Jéhovah, c'est bon. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et là, il me fait bon. On va en discuter. Il me dit mes parents le sont. Je dis c'est tes parents? Donc, du coup, j'ai un petit froid, genre merde, j'espère que j'ai pas un froid par rapport au mouvement ou quoi. Je suis plutôt sans a priori. Je me suis dit, on va voir, mais plutôt genre. Je m'en fous, quoi. Je vais pas être disqualifiée pour un truc comme ça, alors que moi. Mais vous étiez pas encore vus, là, hein? Non. Alors, attends, elle aimait ton côté caméléon. Qu'est-ce qui t'a plu? Chez elle, ça m'a plu. C'est sa répartie. Quand vous êtes au téléphone, direct, c'est là, parce que vous dites qu'il y a un truc qui vous a fait un peu. Si tu veux, moi, je suis un mec qui a 0 répartie. Lulu, elle en a pour moi. Donc du coup, non, mais vraiment, c'est. Quand t'en as, en même temps, tu dis. C'est dinguerie, ok. Et attends, alors, petite pause sur le témoin de Jéhovah, tu en parlais. Qu'est-ce que c'est exactement? Pour ceux qui ne connaissent pas, on connaît les gens qui viennent frapper aux portes pour proposer. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, alors moi, j'ai grandi dedans. Mes parents étaient témoins de Jéhovah. Mes grands-parents étaient aussi témoins de Jéhovah. Donc moi, j'ai grandi dedans. En fait, si tu veux, je suis vraiment né dans ce mouvement-là. Donc en fait, on t'explique dès ton plus jeune âge
C'est un mouvement de quoi? C'est une secte. religion? C'est une secte. C'est une secte en fait. C'est considéré comme une secte en France? C'est considéré comme une secte. Ouais, c'est vrai? Ouais, vraiment, ouais. Et on te dit que, pour la faire courte, hein, tu grandis avec une pression sur les épaules quand t'es gamin, où on te dit il faut aller sauver le monde, dans le sens où si les gens ne se convertissent pas en tant que témoins de Jéhovah, tu ne pourras pas, ils vont tous mourir, quoi. Et les seuls qui vont survivre à Armageddon, donc la fin du monde en fait, qui va opposer la grande bataille entre Dieu et le diable. Mais tu vois, quand je te raconte ça, moi j'ai l'impression je me dis mais comment je me suis dit comment j'ai pu penser des choses comme ça, tu vois. Tu te dis c'est assez fou en fait, c'est assez et du coup en fait t'as ce poids sur les épaules en tant que gamin quand tu vas à l'école où tu dis parce que les témoins de Jéhovah sont quand même scolarisés. T'as une vie, t'es pas reclus dans un manoir. T'es pas en vase clos, tu veux dire. en communauté. Alors par contre, tu fréquentes toujours la communauté. C'est toujours les témoins de Jéhovah. T'es toujours avec eux. Mais en revanche, voilà, les témoins de Jéhovah vont travailler. T'as quand même une vie sociale. Mais attention, parce que tout ce qui est en dehors de la communauté témoins de Jéhovah, c'est le monde du diable. Donc les gens du monde, on les appelle comme ça, ils sont appelés comme ça. Les gens du monde? Ouais, ceux qui ne le sont pas? Ouais, ceux qui ne le sont pas, c'est les gens du monde. Il y a les gens du monde et les témoins de Jéhovah. C'est très... Donc en fait, il y a les gentils témoins de Jéhovah et les méchantes personnes du monde. Ça, c'est très binaire. Hein. C'est très... en fait, c'est... Et en fait, moi... Ils sont considérés comme méchants, ceux qui sont pas... Parce que si vous voulez les sauver, tu dis... Ils te disent que le monde gît au pouvoir de Satan. Donc Satan le diable. Donc tout ce qui est... En fait... Il faut lire que des trucs qui viennent de la Watchtower. La Watchtower, c'est une secte américaine en fait. Donc tout ce qui vient de chez eux en fait, tout le reste, tout ce que tu peux lire en dehors, limite c'est le diable qui l'a écrit, quoi. Non mais c'est un truc de fou. Hein. Ils appellent le catholicisme la fausse religion. Oui, la fausse religion. Tout ce qui est en dehors des témoins de Jéhovah, c'est la fausse religion. Donc l'islam, la fausse religion, le catholicisme, la fausse religion, le judaïsme, la fausse religion. Tout est faux, hormis leurs croyances. Et ce qui est quand même assez fou, parce que moi, étant scolarisé... C'est ce que disent toutes les religions, d'ailleurs, non? C'est vrai, c'est ça. Le nom de la religion, d'après eux, c'est la vérité. Si tu grandis dans la vérité, ça veut dire que tu grandis chez les témoins de Jéhovah. Comme beaucoup de... Et donc, tu avais tes grands-parents, tes parents. Ouais, donc tu grandis avec ça, on te dit que c'est la vérité, que c'est comme ça, que c'est pas autrement. Alors on te dit quand même que tu as ton libre arbitre, que tu peux penser comme tu veux. Mais si jamais tu ne penses pas de cette façon-là, t'es dans le faux, justement. Tu vas frapper aux portes aussi? Ah ouais, j'y allais, ouais. J'y allais tout petit. J'accompagnais mes parents. À quel âge? 5-6 ans, quoi. J'accompagnais mes parents à... Mais j'en avais... c'était la prédication, c'était le samedi matin, je me souviens. Et à 7h du matin, t'es réveillé pour dire tiens, viens Jean, on va en prédication. Et moi, je priais pour que j'ai pas de copains de l'école qui ouvrent. Parce que je me disais, ça se trouve, j'avais pas envie d'être... Parce que tes copains savaient pas? Non, alors je le disais au départ. Il y a un truc qui a été assez fou, en fait, c'est que... Alors, là où tu vas rire peut-être, c'est que j'avais deux meilleurs amis en primaire. J'avais un ami qui était juif et un ami musulman. Donc on était le musulman, le juif et le petit témoin de Jéhovah, si tu veux. Et moi, un jour, je leur dis, tu sais, si jamais t'es pas témoin de Jéhovah, tu vas mourir, quoi. Parce qu'il faut être témoin de Jéhovah pour être sauvé à Armageddon. Et mon pote musulman, il me dit, mais t'es complètement fou, toi. Si t'es pas d'accord avec Allah, il va pas te tuer, quoi. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais quel Dieu, en fait, est assez fou pour tuer tous les milliards d'êtres humains qui ne pensent pas comme moi, quoi. Et en fait, ça a commencé à faire un chemin, tu vois, à ce moment-là, déjà. Et ça m'avait marqué, mais dans ma tête d'enfant, je me disais, je disais pas ça pour lui faire peur, je disais ça pour le sauver parce que c'était mon copain. Et je voulais le sauver, tu vois. Je voulais l'amener... Sur ta vérité. Voilà, c'est ça. Et t'as passé toute ta jeunesse dedans? Toute mon enfance, mon adolescence, et puis après, j'en suis sorti... alors, j'ai jamais été baptisé, parce qu'en fait, les témoins de Jéhovah, il faut savoir que c'est pas comme
Pour les catholiques, où t'es baptisé, t'as un baptême quand t'es gamin, enfin, on te dit, tu te baptiseras quand tu voudras le faire, quand tu seras en âge de le faire. Alors, si tu le fais pas, évidemment, ta famille, elle est très peinée, elle est triste. On te dit, moi, souvent ma mère me disait, il est temps que tu reviennes à la vérité, que tu reviennes à la raison. Pour elle, son fils était perdu, tu vois. C'était. Quand t'as dit que tu voulais pas. Ouais, alors, mais le problème, c'est que c'est pas que je voulais pas, c'est que en fait, j'avais un mode de vie qui était complètement pas en adéquation avec ce qu'on m'avait enseigné. Donc, du coup, tu te retrouves à culpabiliser, à te dire, mais en fait, je suis qu'une merde, quoi. Je suis qu'une merde parce que tout ce qu'on m'a enseigné, ce que mes parents m'ont enseigné, ce que mes grands-parents m'ont enseigné, je l'applique pas. Et juste parce que tu avais des amis, en fait, c'est tout. Ouais, j'avais aucun ami témoin de Jéhovah. Tous mes amis, ils étaient dans le monde, faut savoir. Et j'ai eu un point faible. Alors peut-être que ça a été mon point fort au final qui m'a aidé. C'est que j'aimais trop les femmes. Et du coup, faut savoir. Pourquoi c'est interdit Alors. C'est-à-dire que chez les témoins de Jéhovah, l'acte sexuel hors mariage est vu comme un péché et très grave, au même titre qu'un meurtre. Ah mais bon c'est pas des blagues, ouais. Et du coup, en fait, ça crée en toi des choses. La première fois que j'ai fait l'amour avec une fille, alors t'as le plaisir qui est là, tu vois. J'étais jeune. Elle aussi, elle était aussi fille de témoin de Jéhovah. Mais bon, tu mets deux gamins qui ont 20 ans, qui s'attirent ensemble. Au bout d'un moment, tu te retrouves, tu craques, quoi. Et tu stressais en le faisant, en te disant, je vais peut-être aller en enfer. Ah ouais, complètement. Mais en fait, tu associes l'acte sexuel à la mort, tout simplement. Tu te dis, ça y est, je suis foutu. Non mais ça y est, c'est fait. C'est fait. J'ai merdé. Exactement. Et alors, le plaisir est remplacé par une culpabilité énorme et un sentiment de honte. Je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est vrai ? Ah ouais, ça a été horrible. Et ma petite copine à l'époque aussi était très mal. D'ailleurs, on a rompu 2 semaines après. Donc, c'est pour te dire, il y a dû y avoir un... Et on s'est plus jamais revus. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment quitté le mouvement, en fait, où je me suis dit, je vis n'importe comment. Et... Ça a causé des problèmes quand t'as quitté pour Lucie, après mais est-ce que ça a causé des problèmes entre vous ? Entre Lucie et moi ? Oui. Non, ça n'a pas... Non, mais en fait, ce qui est fou avec Lucie, c'est qu'elle m'a toujours accepté comme je suis. Et le secret, c'est qu'en fait, aucun de nous deux n'a jamais voulu changer l'autre. Et quand on me dit c'est quoi votre clé, en fait, si tu veux changer quelqu'un, déjà, tu pars mal. On s'est accepté comme on était. Bien sûr, on fait des compromis, etc. Mais si tu veux changer l'autre, c'est que tu l'aimes pas. On va revenir au début, quand vous vous rencontrez. Elle te dit, t'es témoin de Jéhovah, on s'était arrêté là. Vous vous rencontrez sur Tinder, vous parlez, vous êtes en train d'avoir un coup de foudre au téléphone. Comment ça va se passer le lendemain, du coup ? Vous voyez directement le lendemain, vous voyez où ? On s'est vu au bout de 3 jours. 3 jours, ouais. 3 jours ? Je lui ai dit, moi, je squatte chez mon pote Titi. Je passe chez la mère à Titi, mais c'est chez Titi. En Ardèche, viens, rejoins-moi. À l'époque, je vis chez un ami qui m'héberge. Donc toi, t'es à Paris, là ? Non, en Ardèche. Ah, t'es en Ardèche. Elle était rentrée de Los Angeles. Et du coup, moi, j'étais en vacances en Ardèche. Los Angeles, Ardèche, c'était violent. Et je vis, mon pote a 2 chiens. Moi, j'ai une petite dépendance en bas. Et je lui dis, écoute, viens faire brûler de l'encens, des bougies parfumées et tout. Ça sent le yinche ici. Il y a un gens qui va arriver ce soir. Vraiment, je veux l'ambiancer, quoi. Donc, du coup, j'avais mis plein de trucs qui sentaient, ça devait puer un truc de ouf. Et ce qui est complètement fou, c'est que quand je l'ai vu, j'ai vraiment eu, on dit souvent ça, c'est cliché et tout, je le connaissais déjà. Ah, c'est vrai ? Il m'a plus tout de suite fait waouh, enfin, j'ai été amoureuse en direct, mais sans me l'avouer en me disant, c'est complètement con, arrête. Mais on s'est reconnus. On a l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. En fait, on s'est parlé tout de suite, il n'y a pas eu de blanc, pas eu de... J'étais venu avec 2 pizzas. Et puis on s'est plus quitté. Là, t'étais chez ton ami chez Titi, enfin Titi qui est devenu mon témoin de mariage d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, Il a ramené une pizza et j'ai croqué dedans, puis on était un peu timide au début, et puis j'ai un peu, sans faire exprès, fait tomber un morceau de chèvre. Là. Et puis du coup, Jean, il fait... menton. Ouais. Et donc du coup, Jean, il fait, tiens, je te...
Et puis, du coup, je fais, merde, raté. Je fais, ah, mais j'aurais espéré que tu le prennes avec la bouche, mais c'est pas grave. Du coup, il l'a remis, il a pris le morceau de chèvre dans la bouche et il m'a embrassé juste derrière. Donc, c'était, voilà. Il a fallu un peu dans la détente, il fallait que je. Comment tout a commencé? Le coup du fromage, là, dans des côtés, c'était pas pour me parfumer, si tu veux, c'était pour que tu m'embrasses. Et le premier baiser, première soirée. Et... Oh, puis on a couché ensemble tout de suite, hein. Pas eu de... J'allais être Il n'y délicate a pour pas une du fois. tout de pudeur. J'allais être délicate pour une fois, tu vois, et toi, Non, mais... Vous faites l'amour directement, ouais. tout de suite. après manger. Pardon? Après manger. Il est taureau, hein, après manger. Est-ce que tu appréhendais? Alors, pas du tout. Mais... Les gestes ont été d'une fluidité. Pas du Place tout. de me porter, de m'allonger, de me déshabiller, etc. Je me suis dit, peut-être qu'il va y avoir un peu d'appréhension, je vais les rassurer. Je m'étais mis comme mission de les rassurer. Ça a été hyper naturel. C'est vrai? Ah ouais, vraiment, ouais. Ah ouais, ça a été naturel, ça a été... Et puis, ouais, ça a été... Et là, vous vous dites que vous vous mettez en couple? Bah, Vous plaisez Alors, vraiment le dans la lendemain vraie vie? matin. Parce que c'est ça le sujet, c'est différent dans photo, tu sais jamais. Le lendemain matin, en fait, moi, je lui avais ramené ma première bande dessinée. J'avais fait une première bande dessinée. Et Il me l'a que je lui dédicacé avais le matin. dédicacée le matin. Et elle me dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, Jean? Et moi, je lui dis, bah, On est ensemble ou pas? je dis, bah oui, on est ensemble. Voilà. Il me dit, par contre, c'est à distance. Moi, je suis à Paris, toi, t'es là. Moi, j'ai fait, t'inquiète, à distance, je gère. Il part et tout, il revient 2 semaines après. Il vient jouer 15 jours, il vient 2 semaines après. Puis il va pour partir dimanche. Je fais, en fait, je gère pas du tout. Je peux pas être Ça m'a à pleurer, moi aussi. C'est vrai? On chialait qu'on se quittait. Et qui va déménager? Ah, c'est moi. C'est toi? Tu vas partir en Ardèche? Du coup, moi, je suis remontée à Lyon, parce que je suis originaire de Lyon. Alors, Et lui, il est descendu la jusqu'à vie est Lyon. bien faite parce qu'en fait, quand on s'est mis ensemble, en fait, moi, je travaillais toujours en région parisienne, mais je savais pas encore que j'allais découvrir le chômage. Donc, du coup, je me retrouve au chômage. Et Donc lui, c'est l'occasion de partir pour moi, Paris c'est l'occasion de partir, tu vois. et de Je refaire me notre dis- life. Et je dis à Lucie, je fais, mais laisse tomber. Je fais, toi, t'es handicapé, moi, je suis au chômage, on va rien trouver. Il n'y a aucun bailleur qui... C'était pas... Pour trouver un appart. Ouais, c'était... Toi, tu as une allocation handicapée? Tu as de l'argent de l'État? alors, Comment tu vis? On Oui, va parler parce après que- du stylisme et tout. Tu as fait des choses, mais juste, est-ce qu'on a une allocation? Combien c'est? Est-ce que Oui. tu arrives à en vivre? l'allocation d'adulte handicapé, c'est 900, presque 1000 euros maintenant. Donc, pour vivre, ça ne suffit pas. À l'époque, je l'ai à taux plein. Maintenant, je l'ai à taux réduit parce que je travaille à côté. Donc, c'est dégressif. C'est complètement logique. Quand tu peux travailler, il n'y a pas à en bénéficier. Mais à l'époque, ouais, on est... c'est le début de mes documentaires, de nos documentaires. Ouais, Pas mais vraiment oui, Jérémy. C'est le début de nos t'avais pas encore documentaires. tourné, Donc, ouais, au début, on s'autoproduit, limite. Donc, c'est pas ça qui me fait gagner de l'argent. C'est pas la mode non plus, certainement pas. Et on n'a rien, et lui, il vient de tomber au chômage. Est-ce que vous êtes présentés aux familles respectives avant de la demander en mariage, enfin, en fiançailles? Est-ce que vous vous présentez aux familles respectives? Qui m'a présenté au bout de 15 jours à ses parents. Très vite, ouais. Ah ouais. Et comment ça se passe? Première fois qu'un mec me présente à Ça sa s'est famille. bien passé. Première fois qu'on te présente? Ouais. J'avais des ex qui étaient plutôt en mode... ils prenaient ce qu'il y avait à prendre comme plaisir et comme avantage, mais dans la rue, on ne tient pas la rue, parce que dans la rue, on ne tient pas la main parce qu'il y a du monde qui regarde. Ouais. Tu vois, j'assume On te moyen. cachait un peu. On assume moyen. Et là, le fait que j'ai présenté mes parents, waouh, Et ouais. c'était ouf. Comment ça se passe de ton point de vue à toi, Jean? Moi, je suis tout content de leur présenter à Lucie, quoi. Enfin, je me dis, Moi, j'étais super bien accueillie. Ouais, j'étais... Est-ce que ça t'inquiétait Non, pas du tout. Je me suis pas du tout inquiété par rapport à ça, à cette présentation. Je me suis dit... Enfin, je savais que ma mère, mon père accepteraient Lucie comme elle est. Et... Tu les avais prévenus qu'il y a un fauteuil? Oui, ça, bien sûr. Ouais. On avait pris des rampes et tout pour la maison, mais non. Puis ça s'était très bien passé là. Et tes amis? Mes amis, alors ça s'est bien passé. C'est pas tous. Bien passé qui veut dire Ouais, c'est pas tous, non pas tous. Ça a été, ça a été. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui ne le sont plus, quoi. Ah, c'est vrai? Ouais, parce que Pourquoi? tu te prends des réflexions du genre, mais tu vas passer toute ta vie, excuse-moi l'expression, hein, Guillaume, mais tu vas passer toute ta vie à torcher Lulu, ou tu as des trucs comme ça. Et, la relation n'est vraiment que autour de torcher. Il n'y a vraiment rien autour, tu vois. non, tu- non, truc,
Tu vois, attends, je suis, on va faire d'autres trucs quand même, enfin, tu vois. Mais Cette obsession, c'était fou. C'est des réflexions comme ça qui te. Mais je me suis dit en même temps, je fais pas ma vie avec eux au final. Donc. Oui, exactement. Tu vas pas faire ta vie avec ça. Ouais, moi, j'ai aussi eu ça, mais tu vas pas faire ta c'est une phrase qu'on t'a dit. Ouais, tu vas pas Et faire ta quand vie. même, sexuellement, je sais pas comment ils font, ça me regarde pas, mais Ah bah. il doit avoir l'impression d'être avec un cadavre, il doit aimer les cadavres. Là, quand t'entends ça, C'est violent. tu fais C'est violent. waouh. Donc ces amis-là, du coup, tu les vois moins. Non, je les vois plus. Je les vois plus. Pas plus. Vous allez vous marier, du coup, tu dis, au bout de combien de temps? Au bout d'un mois et demi, quoi, je crois que c'est le Non, au bout d'un mois et demi, il m'a demandé en On fiançailles. a été fiancés 7 ans. Mais finalement, Voilà, pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, on s'est mariés. Incroyable. Et donc tout le monde l'a bien pris. Et de ton côté, comment ça s'est passé quand tu l'as présenté à la famille, aux amis? Il y avait un peu. Mon père, il a kiffé tout de suite. Avec ton père, on s'est bourré la gueule tout de suite. Ouais, c'est ça, en fait. C'est tout de suite ça, c'est forcément. La bière, ça forge les relations entre les hommes. Et mon père a un instinct très développé, un peu comme moi. Il les a vraiment sentis comme âme, comme personne, quoi. Et mes sœurs et mes meilleures amies ont un petit peu fait un examen de passage. Genre, elles ont voulu quand même le rencontrer avant. Le tester? Bien que elles n'avaient pas leur accord à donner, mais parce que j'avais un petit peu enchaîné les tocards bad boy qui n'assument pas la relation et tout, qui m'avaient laissé des relations à la con. Tu sais, des fois, t'en fais une, puis pour être sûr, tu refais. Tu retournes. Tu réessayes, puis tu retournes une fois ou deux pour être bien sûr que c'est pas ça qu'il te faut. Et du coup, elles ont kiffé tout de suite. T'étais attiré par un type d'homme qui n'était pas du tout le même que Jean, quoi, en gros. C'est vrai. Bad boys. Plus âgés. Plus âgés. Ah ouais. Moi, mais j'ai deux de mes ex qui ont 69 et 70 ans. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. 30 ans d'écart. 26 ans de plus que moi. 26 ans, ouais. Ouais. Et donc ta sœur? Et mes sœurs le kiffent direct. Vraiment, il a été validé. Mais c'est surtout que lui, en tant que personne, elles l'ont kiffé. Et aujourd'hui, ils ont noué une vraie relation. Ils peuvent se parler même sans moi. Mais ils m'ont surtout vue heureuse, en fait. C'est ça qui comptait au final. Et puis elles t'ont vue malheureuse aussi. Hein. Elles m'ont tellement vue malheureuse qu'elles m'ont vue heureuse. Et, Tu aides aujourd'hui Lucie? C'est toi qui... Ouais, j'ai de Lulu la plupart du temps. Ouais. Sur toute la journée, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. C'est ça, ouais. Bon. T'as quand même des auxiliaires qui viennent de temps en temps, mais... En fait, on s'est aménagé une vie, donc vraiment par choix, où j'ai une ou deux auxiliaires qui viennent 2 fois par mois, 4-5 jours d'affilée. Comme ça, lui, il fait une pause. Il n'est pas soucié de quelqu'un d'autre que lui. Il peut faire des randos, parce que son kiff, c'est des randos. Moi, les randos, bon... C'est un peu mal barré. Voilà. C'est un peu mal barré. J'ai arrêté. Et du coup, moi aussi, ça me permet pas d'être seule, mais d'avoir des moments à moi, puis, ouais. faire des trucs de meuf, d'emmerder à me faire des gommages et des masques, bien qu'il le fasse, parce qu'il est incroyable. Mais du coup, voilà, ça nous aménage du temps chacun. Lui, pour pas être trop fatigué, parce que lui, il est élevé avant moi. Mais quand on part en tournage, c'est le premier levé et le dernier couché. Parce que moi, si je veux être debout, et si je veux arriver aujourd'hui à ce rendez-vous avec toi, maquillée, avoir pris le train, avoir mangé, c'est parce que lui s'est réveillé avant moi et qu'il m'a réveillé. Sinon, il ne se passe rien. Et ce soir, ce sera le dernier coucher aussi. Tu m'as dit que je pouvais poser toutes les questions. Ouais. Est-ce que tu peux avoir des enfants? Est-ce que quand on a ta maladie, est-ce qu'on peut avoir des enfants ou c'est compliqué? On peut avoir des enfants. Et c'est bien ce qui est compliqué. Parce que... Alors, plus facile, je ne sais pas, mais pour moi, en tout cas, ça aurait été plus facile d'entendre ta pathologie, tu ne peux pas avoir d'enfant. Je me serais dit, ok, écoute, je vais faire le deuil de ça, de cette envie et de ça, et tu fais ton deuil, tu fais comme tu peux, comme tu veux, mais voilà. Et sauf que là, on me dit, tu peux, médicalement, je peux avoir un enfant. Sauf que ça implique, déjà, je n'ai pas beaucoup de place, je suis pas gigantesque, je suis à la taille de Shakira, mais voilà. Je suis un peu plus costaud qu'avant, mais je suis quand même pas, je suis un poids plume, quoi. Ça implique que l'enfant ait un risque d'hypoxie, donc de manquer d'oxygène. Il y a un risque pour le bébé. Ouais, donc déjà, moi, ça classe, la question est classée. Et pour toi aussi. Et
un risque pour moi. Moi, je peux manquer d'oxygène, ce qui veut lui en faire manquer à lui. On va dire, du coup, dans ce cas-là, on peut te mettre une trachéotomie. Donc, c'est un trou dans la gorge qui te fait respirer le temps de la grossesse. Et je m'étais dit, tiens, bah, si c'est juste le temps de la grossesse, respirer par là et par là, c'est pour donner la vie, ça peut être chouette. Et puis, il y a aussi que on risque de sortir, on va dire, mais un médecin qui m'a dit, ouais, je le sortirai à 6 ou 7 mois. Mais c'est trop risqué de le garder trop longtemps, pour pas qu'il grossisse trop dans le ventre. Et parce que par rapport à mes hanches, etc., mais je vous le sortirai à 6 ou... Parce que c'est pas d'un gigot. Et en fait, je pense que même s'il y a des gens prématurés aujourd'hui, 9 mois, c'est pas pour rien qu'ils sont là, c'est que c'est une nécessité. Donc, je vais pas risquer qu'ils manquent d'oxygène, qu'ils sortent trop tôt, qu'ils manquent de défense, etc. Et moi, peut-être perdre en qualité de vie, de plus pouvoir avoir le même rythme de vie. Peut-être que je suis trop égoïste aussi, je sais pas. Mais est-ce que si moi, je perds quelque chose, je vais pas être aigrie et du coup le retransmettre sur mon gamin? Enfin, tu vois, c'est plein de questions comme ça. C'est pas facile à prendre comme décision parce que dans nos sociétés, déjà, tu te dis, si je peux pas donner un enfant à un homme, je suis pas une vraie femme. Elle a été très complexée par ça, lui. Ah, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et J'en ai Jean, parlé, j'imagine. Oui, on en a parlé. Jean, bien sûr. il m'a appelé tout direct. Il m'a dit, écoute, je t'aime plus qu'un potentiel enfant qui n'est pas là. Donc, moi, je t'aime toi. Si t'as un risque pour ta santé, c'est mort. Parce que ma vie, c'est pas sans toi. Donc déjà, tu vois, je suis waouh, c'est la plus belle déclaration, je vais chialer. Et comme en plus c'est un pessimiste qui vient d'un milieu où on est grave pessimiste, lui disait faire un gosse dans cette société, Ah bah de toute façon. Voilà. Donc, et puis, mais vraiment, c'était... ce qui avait été compliqué, c'est que après, je ne condamne pas, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont ma pathologie, qui ont eu des enfants. Moi, je trouve que le risque est trop élevé. Ça n'engage que moi. Je trouve que c'est un risque inconsidéré et que c'est... Ouais. Je juge pas. Mais si je décide de me faire poser une paire de faux nibards, ce que j'ai toujours rêvé de faire, que visiblement je n'ai pas fait, hein. Visiblement il n'y a rien, j'engage deux bébés, mais enfin, tu vois, c'est des nibards, quoi, c'est du plastique. Et je prends un risque pour ma santé. Moi, tu sais, comme une grande. Là, j'engendre la vie. Le gamin, il n'a pas demandé, rien demandé. Et je risque déjà de me mettre en mauvaise santé. Je lui dis, ah, tiens, vas-y, moi j'ai vécu une mauvaise santé, tu vois, c'est hyper cool. C'est un non-sens, c'est impossible. Parce qu'il aurait une possibilité d'être handicapé, d'avoir... Non, ça, non. Non, mais par exemple, s'il manque d'oxygène et qu'on Oui, doit s'il y a de l'hypoxie, ça. sortir enfin, tu vois qu'il y a des séquelles des complications, ou quoi, tu sais pas. Ouais. Ou que je le perds, j'en sais rien. Si moi mais j'ai le gène, il pourrait être handicapé. Oui. Si toi, t'as le gène, il pourrait être handicapé. Mais si je ne l'ai pas, l'enfant naîtra normal. Ouais, ça, c'est... Ah oui, Ouais. ok. C'est la science, quoi. Et on m'a dit, je sais plus qui m'avait dit, oh, tu sais, j'ai vu une nana qui en a eu, qui a été maladie, qui en a eu un. C'est vraiment une mère courage. Genre, aide. Et ça m'a tellement... parce que je dis, ok, mère, ouais, ok. Enfin, courage, mère qui a du coup choisi d'en avoir un malgré les risques. Ok. Mais est-ce que le courage, ça peut aussi être de dire, je peux en avoir un, mais je le fais pas. C'est peut-être un peu aussi du courage aussi. J'ai peut-être besoin d'être un peu rassurée, de te dire que c'était une bonne ou une mauvaise décision. En tout cas, c'était la mienne et qu'elle n'était pas forcément mauvaise, mais... C'est quoi le secret pour qu'un couple dure 10 ans, Jean? Ouais, c'est de m'épouser. Pardon. C'est d'avoir une femme qui court pas vite. Je peux pas trop se barrer, quoi. Qui peut pas trop se barrer. Non, je sais pas, c'est... Le secret, en fait, c'est il y en a beaucoup des couples aussi qui durent longtemps, mais ouais, c'est d'essayer d'apporter chaque jour un petit truc, quoi, tu vois, je sais pas, c'est... Pour toi, Lulu, c'est essayer de lui mettre un peu de la lumière dans les yeux chaque jour, quoi. Essayer de pas trop me laisser aller, de pas... Enfin, elle me voit toujours en jogging à la maison, mais non, c'est vraiment... Toi, tu travailles de la maison, tu es dessinateur, tu disais tout à l'heure, tu as fait une BD, là, j'irais sauver le monde. Là. Alors non, ça, je suis en train de la faire. Tu es en train de la faire? Ouais, okay. Je suis en train de la faire. Je vous mets à l'image. Il y a le titre et la couverture. Quand j'ai vu cette couverture, j'ai eu les larmes aux yeux parce que j'ai vraiment vu le petit enfant apeuré, timide, qui devait aller frapper aux portes. Et
et qui avait pas envie. Et C'est sur ton histoire? C'est ça, ouais, c'est c'est sur ça. son histoire. C'est sur mon histoire. c'est ta première BD sur. Mon enfance. C'est toi en témoin de Jéhovah, c'est quand ça, t'étais ouais, petit, mon avec la enfance, mallette. avec le petit costume vert, le nœud papillon. C'était et- ça? Ouais, c'est ça. Ouais, tu T'étais en vas- nœud papillon Ouais, exactement. Ouais. Et puis tu te dis que tu vas sauver le monde comme ça, habillé, en allant dire aux gens, voilà, on a une bonne nouvelle, mais il faut être témoin de Jéhovah, quoi. C'est actuellement dans le couple, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pouvez avoir une vie comme un couple quand les deux sont valides? Est-ce que ça change quelque chose? Qu'est-ce qui change au quotidien? Bah, c'est le Lulu style, quoi. Tu sais, Ouais. la levrette t'oublie. La levrette C'est pas t'oublie. possible. Non, mais- Non, mais est-ce que. C'est-à-dire que oui, il y a des trucs qui peuvent peut-être lui manquer. Moi qui me manque, que j'aimerais bien faire, j'aimerais bien me mettre en levrette ou me mettre sur un homme. Bon, je peux pas. Est-ce que pour autant je laisse tomber ou on fait autrement? Bah, du coup, on fait On autrement. fait autrement, on trouve Et des... on s'en trouve toujours le chemin pour ce genre de choses. Et on est plutôt épanouis, sinon je pense que ça ferait pas plus de 10 ans qu'on serait ensemble. Et... Vous vous êtes trouvés, quoi. Ouais, je Exactement, crois, ouais, ouais, c'est... carrément. Le documentaire s'appelle Les Voyages de Lucie. Donc c'est Jérémy Michalak qui le produit, qu'on embrasse. C'est diffusé où et quand? C'est diffusé chaque année, en fin d'année, au mois de juin, et sur France 5. Sur France 5? Et très sincèrement, on a essayé de vendre ça pendant des années. Jérémy s'est fait refouler des millions de fois en mode le Téléthon, vous avez le Téléthon pour ça, le handicap ne fait pas vendre. Un peu ce qu'a entendu Artus avec son film Un petit truc en plus, tu vois. Et on s'est vraiment battu. C'est pour ça que je te disais que le premier était quasiment autoproduit et on a rien gagné, mais on s'est dit on se lance. Finalement, quand on a fait tout seul, c'est quand même... Jérémy, c'est un producteur qui a un certain background quand même. Il a produit énormément de choses, qu'il a signé en 5 minutes, et moi, il m'a signé en 4 ans, tu vois. Et il y a cru... C'était dur à vendre. Il n'a pas du tout lâché. Et sans un producteur indépendant comme lui, et sans France Télévisions, aujourd'hui, malgré tous les poux qu'on pourrait rechercher et qui ne me regardent pas et ne m'intéressent pas et que je ne comprends pas de toute façon, sans eux, ce programme n'existerait pas. On ne pensait même pas en faire un, et on en est au 10e épisode. Je vais montrer 2-3 extraits. Il a été Oui. sympa. On le remercie encore. Il nous a donné les droits pour pouvoir diffuser quelques Non, extraits. il va justement les payer moi, en fait, c'est tout. Le premier, c'est toi qui en fait, qui te transforme en geisha. Vous êtes où à cet endroit-là? On est à Tokyo. C'est notre deuxième voyage. On a réussi à faire celui des États-Unis et finalement, on se rend compte que les chaînes qui ne voulaient pas de nous disaient en fait, c'est vachement bien votre truc. Du coup, faites-en un autre. On est parti au Japon. Là, je vous mets un extrait. Et là, tu te découvres face à un miroir. 2, 1. On dirait un gros sushi. En fait, le principe, c'est quoi? Vous partez en fait faire des voyages avec Jérémy Michalak et tu essayes des choses. C'est un peu notre duo. C'est un peu l'histoire de notre duo. Un peu cinglant, piquant, tout ce qu'on aime. Et on voyage à travers le monde, seulement à travers mes yeux. Donc c'est un petit peu la preuve que, plutôt que de dire on peut faire plein de choses quand on est handicapé, ben, nous on ne dit pas parce que j'aime pas être militante, par contre on le fait. Et on montre qu'il y a tellement de gens qui sont Que c'est venus me voir. possible. Ouais, tellement de gens qui m'ont dit maintenant j'ose voyager, je suis handicapée et je n'osais pas. Et tellement de gens, encore plus de gens valides. Comment tu prends l'avion? Dans la soute, non. Mon fauteuil va dans la soute. Le fauteuil va dans la soute. Le fauteuil va dans la soute, donc c'est comme si j'y étais. Et je me suis fait faire un siège spécial pour pouvoir supporter les longues heures d'avion. C'est un enfer. Ils enlèvent un siège de l'avion, ils mettent un siège Ça spécial. serait tellement un rêve. Non, mon fauteuil va vraiment en soute, en hors format. Elle a Et moi, je suis une espèce de comme comme une coque, en fait. Comme un cosy pour un gosse, mais Ouais, grand. c'est ça. Et pour me mettre sur un siège d'avion pour pouvoir supporter. Ah oui, ok, sur un siège. Ouais, pour que ce soit confortable pour mon corps. Et c'est des heures de vol horribles, mais ça vaut le coup parce qu'il y a le voyage au bout, quoi. Ah bah oui. Mais c'est Là, juste l'enfer. vous en avez fait un autre en Australie, vous avez vraiment fait le tour Ah, du monde. l'Australie, c'est Vous avez- Donc Tokyo, c'est Lucie au pays du soleil levant, c'est le titre, hein, vous avez appelé comme Ouais. ça. Là, c'est Lucie en Australie, et tu fais du surf, là, un petit extrait. Alors, du surf, bon, on n'est pas sur.
Roadhouse. Non, c'est quoi le film avec les surfeurs? Point Break. Point Break. C'est pas Point Break, quoi. Tu surfes? Tu es où, Jean, là? Tu l'as suivi? Moi, je l'ai suivi, oui. Surtout, Bah, Jean, Ouais, sur la plage. je t'ai installé Ah, sur oui. la planche. Est-ce qu'il y a un tournage, là, vous avez fait beaucoup de tournages, on va en montrer un autre après sur la dune du Pilat, puis un dernier en Thaïlande. Oui. Est-ce qu'il y a un tournage où tu as eu peur? Parce que vous poussez les limites quand même, vous Ah, allez loin. Est-ce j'ai- qu'à un moment donné, tu t'es dit on va trop loin? Ah bah, le même, hein, à mon avis. Ouais. Je me suis dit, au Brésil. Au Pourquoi? Brésil, on Vous a avez fait quoi? un trek dans la jungle, en fait. Faut pas y aller avec une personne en fauteuil. C'est une mauvaise idée. Jérémy a demandé à des gens de repérer un trek dans la jungle pour atteindre un village de pêcheurs qui est genre sublime, etc. Et tu peux y arriver ou par la mer ou par une colline en pleine jungle, tu vois. Par la jungle, quoi, tout et simplement. les gens ont repéré, ils ont dit Et- ouais, ça va. Et Jérémy m'envoie des photos. Et il me dit, est-ce que tu penses que ça le fait si on peut emmener Lucie avec le fauteuil Le manuel? producteur qui t'envoie. Jérémy Michalak m'envoie les photos. Et j'en avais 3-4 photos. Et je lui dis, ça passe avec le fauteuil manuel, tranquille, quoi. Sauf qu'entre-temps, il y a eu des pluies diluviennes les semaines d'avant. Donc il y a de la boue partout, tout s'est un peu écroulé, tu vois. Et il n'y avait pas de photos des pierres par lesquelles il fallait passer au-dessus. Du petit ruisseau qu'il Le fallait ruisseau, traverser la aussi. cascade à traverser, il n'y avait pas de photo de ça. Et en fait, on est parti pour un trek normalement d'1h30. On s'est dit, vas-y, on compte 2h30. On avait 50 centilitres d'eau chacun pour pas être trop chargé. Il fait très chaud là-bas aussi. Et là, on en plus. avance et on voit pas. On sait pas où on va. C'est impraticable. Il faut me porter. Ils ont tous mal partout. Il fait chaud. Il fait une chaleur humide horrible. Et on sait pas si on est plus près de l'arrivée que du départ. Et plus on avance, plus la question se pose. Et là, vraiment, on s'est dit, on est vraiment dans la merde. Parce qu'il était. Vous avez mis beaucoup plus On que a mis 2 heures et demie. 5h30, ouais. 5h30 pour l'aller? Ouais, pour l'aller, ouais. Vous avez dormi là-bas? On a dormi là-bas, ouais. Ouais, c'était. Mais ouais. c'était. Et la récompense, c'était que Jérémy m'a fait venir dans l'école parce que moi, comme tu sais, avec les enfants, j'ai un truc particulier et j'ai 5 ans d'âge mental, donc ça doit aider aussi. Et il m'a fait découvrir l'école de l'endroit et du coup, tous les enfants m'ont accueilli et ça a fait oublier les choses, quoi. Est-ce que c'est ça, cet extrait-là? C'est exactement ça. Est-ce que c'est pas possible de monter un tout petit peu, monter un autre? C'est ce qu'on fait, Igor. Ouais, c'est ça. Au début, ça va, 32 minutes. Bah, au début, ça va. À ce moment de l'aventure, tout le monde est à bout de force. Mais Lulu nous a offert toute sa confiance. L'équipe plus soudée que jamais serre les dents, pas le choix, il faut continuer d'avancer. Ne stresse pas, respire. On te tient, Lulu. Doucement. Glissez pas. Tu regardes où tu mets les pieds, Jean, t'es bien là? Ok, c'est bien, vous avez Ça glissait tellement. Je peux la récupérer ici s'il faut. Attention, je descends mon pied. Vas-y. Attends, je me bouge, je la lâche. Ok. Tu vois la vitesse à laquelle on avance, quoi. Attention les pieds, Jean. Attention ta jambe. Je commence à me dire que ça valait la peine. Attends, on n'y est pas encore, mais... Oh putain. On la pose? Regarde. Ouais. Ici, t'es bien? Ouais. Tu la tiens, Jean, derrière? Ouais. Lulu, c'est quoi cette C'est vue, toi en là? débardeur rouge? Ouais. Là, regarde, saute. Et regarde-moi cet endroit. C'était magnifique. Je crois que c'est mon Là, endroit on préféré avait sur envie de Terre. chialer en arrivant. Incroyable. À ce jour, c'est mon endroit Et là, t'as préféré. eu peur de glisser, c'est pour ça que t'avais peur pour mais Lucie? on avait la vie de Lucie entre les mains, en fait, parce qu'on se dit, on glisse, avec Romain, qui était aussi avec, enfin, Romain, Igor, tout le monde, là, il y avait l'esprit d'équipe, t'as pas le Moi, choix j'avais quand c'est juste comme les ça. mecs qui, la transpiration me goûtait dessus. On lui goûtait dessus comme Il ça. me tenait par moi et je sentais la transpiration, c'était dégueulasse. Mais il resté en vie, donc j'ai rien dit. Et c'est vraiment devenu mon endroit préféré sur Terre. Dès que je suis pas bien, je me réfugie là-bas et j'y retournerai jamais. Parce que c'est beaucoup trop On peut pas y compliqué. aller par la mer plus facilement. On est reparti par la mer et le bateau a failli se retourner, c'était assez intense. Moi, j'ai kiffé, mais parce que je voyais pas, j'étais dans le bateau. Et quand j'ai vu les images après, je fais, ah ouais, j'ai failli Les mourir. bateaux avaient du mal à passer Ouais, les vagues. ouais, c'est ça, ouais. Je mets une petite image là. C'est une boîte de sardines, hein, les bateaux. hein. Je vais en montrer une dernière, c'est en Thaïlande, ça n'a pas été encore diffusé. Et, Oh, exclu. Tu es devant les éléphants. Lâche. Tu donnes à Non, manger mais aux là, c'est éléphants. meilleur, en plus, les petites. Elles ont l'air bonnes. Viens me faire rire. Oui, c'est presque.
C'est incroyable. Salut. Ça doit être hyper impressionnant de près pour le coup là. C'est extrêmement impressionnant et c'est moi c'est mes animaux préférés comme je dis dans le sanctuaire, sauf que j'ai choisi des chats, c'est plus pratique. Mais vraiment ils ont une sensibilité, un côté tellement rassurant alors qu'ils peuvent d'un coup de trompe t'arracher la tronche. Et j'étais vraiment à côté d'eux sans aucune protection. Et je me suis jamais sentie aussi protégée. J'ai une connexion hyper forte avec les animaux et vraiment ça a été un des plus beaux moments, je crois, de ce que. Si, ça t'a fait vivre les documentaires, plein de choses exceptionnelles en réalité. Ouais, pas un peu au passé. Ça me fait vivre. Vous allez en faire d'autres? Oui, on repart en tournage dans quelques mois. Fin mai. On refait un tour de France parce qu'on s'est dit après être allé très loin, pourquoi pas aller très près. On a un très beau pays. Donc on se fait des petits hors-séries en France et puis et j'espère qu'on découvrira plein d'autres destinations parce que ça permet aussi de voir la vie ailleurs, ça enrichit toujours, voir l'ouverture d'esprit des gens ailleurs, qui est assez phénoménal par rapport à nous. Et c'est toujours, ça fait du bien. En 2023, tu vas vivre un autre truc incroyable aussi grâce à ce métier. Et toutes les opportunités que ça va t'ouvrir, c'est les marches de Cannes. Vous allez tous les deux à Cannes, avec une interdiction, je crois. Jean, tu vas pas respecter la règle au départ. Une recommandation. Une recommandation. De ne Tu n'avais pas le droit de monter les marches. Ouais. Avec moi dans les bras. C'était pas le protocole. Ils avaient peur que vous tombiez, j'imagine. C'est ça, oui, je pense. C'est un truc très rodé. Il faudrait que ça prenne pas trop de temps, pas que ça déborde. Donc, ils nous invitent à pas prendre de risques que je peux complètement comprendre. Du coup, je m'étais dit, on va faire un tapis rouge, c'est déjà ouf. Et arrivé en bas des marches, ils me regardent et j'ai regardé ils me disent, mais Lulu, c'est ton rêve, on y est. C'est quoi le délire? J'ai dit, il m'a attrapé. et on a monté le premier palier et c'était iconique. La sécurité n'est pas venue? Si, enfin, j'ai pas pu aller jusqu'au deuxième. Il y a un grand monsieur, il m'a dit, maintenant, il faut descendre, monsieur. Je fais, ouais, bien sûr. Oui, tu as monté, et vous êtes embrassés sur les marches. On s'est embrassés sur les marches. C'est du monde. En 2025, tu vas aller remonter les marches, mais cette fois-ci avec un fauteuil qui te permet de monter les marches avec des chenilles. Ouais, c'est le directeur général du Palais des Festivals qui a été sensible à ce qu'on a fait avec Jean et à la montée d'Artus aussi qui a porté son ami dans les bras. Et ils se sont dit que, alors oui, le Palais des Festivals est accessible. J'ai toujours défendu que y a la ministre des Handicapés qui s'était un peu emparée du truc en disant oui, c'est pour dénoncer qu'elle a fait ça, etc. Ah, pas du tout. Cannes, c'est accessible. Le Palais des Festivals, il y a un ascenseur dedans. Par définition, les marches, ça l'est pas. Par contre, ils se sont dit, ça répond peut-être à quelque chose d'avoir la possibilité de monter sur ces iconiques marches. Et du coup, ils ont loué un fauteuil que j'ai eu la chance d'inaugurer pour le festival Cannes Série et qui était... et qui marche, ça marche bien? Ouais, ça marche. Ça marche. De ouf. En fait, c'était la première fois, du coup, j'ai ouvert la montée des marches et en fait, ils n'ont pas laissé partir. Tout le monde monte un peu en même temps. Et du coup, j'étais toute seule sur les marches et j'étais un peu dans un moment de gênance, en mode, s'il s'arrête le fauteuil, tu sais, les gens, ils me regardent, genre, vas-y. Et je me suis dit, tu vois, j'entendais les grillons, genre 4 heures plus tard, aller toujours et tout. C'était. Parce que c'est lent comme fauteuil pour monter marche, ouais. Et ben, quand tu connais pas bien la machine, ouais, ça peut aller vite. Mais tu vois, je connaissais pas trop le matériel et tout. Encore une fois, c'est mon autre fauteuil, c'est un autre fauteuil, c'est un autre corps, tu vois. Mais c'était un souvenir de ouf. Et pour terminer, je voulais qu'on parle le président Emmanuel Macron te donne une mission un jour. Tu dis, qu'est-ce que c'est que cette mission? Ça répond à un truc très fort chez moi, c'est de bosser sur l'école inclusive, donc l'inclusion des enfants à l'école normale, chose que j'ai pas pu avoir dans mon enfance et que j'aurais rêvé, tu vois. Et du coup, comment inclure les enfants handicapés à l'école et comment faire en sorte, en plus, de travailler sur des cas très durs d'enfants placés à l'aide sociale qui, en plus, ont un handicap. Et donc, je te donne une mission, il y a une photo de toi avec le couple. Ouais. Hein. Je vous la mets à l'image aussi. Si vous nous écoutez en podcast audio, tu es face à Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ce qui est fun, c'est la petite vanne, c'est qu'à un moment donné, Brigitte me dit oh, vous savez, je crois que vous ne l'avez pas invité, vous l'avez fait réfléchir. J'avais interpellé sur une loi qui finalement a changé. Et du coup, je la revoyais pour en parler. Et elle me dit, je crois que vous l'avez surtout fait réfléchir.
Sur à quoi je lui réponds, évidemment, faire réfléchir un homme, c'est quand même pas facile. Et du coup, il a commencé à rigoler, à dire ça va, je vous dérange pas et tout. Donc j'étais contente d'avoir placé ma vanne devant le président. Et il m'a demandé de bosser sur l'école inclusive, qui est un truc qui me tenait à cœur. J'ai rencontré plein d'écoles d'enfants valides pour les sensibiliser, qui sont prêts à avoir, en vrai, dans 1 ou 2 décennies, il y a moyen que le handicap ne soit plus un sujet. Si les enfants handicapés peuvent aller à l'école. Ceux qui le peuvent, ceux qui n'ont pas de trop lourd handicap, ils ne leur permettent pas éventuellement d'aller à l'école, on peut comprendre. Mais vraiment, c'était un investissement énorme de ma part et je suis un peu déçue qu'avec toutes des solutions, etc. Cette année, il y a encore eu des milliers d'enfants qui ne sont pas rentrés à l'école, qui devaient rentrer dans une école normale avec des... parce qu'ils sont handicapés, ils sont restés chez eux. Ça a abouti à quelque chose, cette rencontre avec le président? Je te dis, ça a été entériné, des solutions. Et encore cette année, je ne sais plus combien de milliers d'enfants sont restés chez eux plutôt que de pouvoir aller à l'école. Donc, ça n'a pas continué après? C'est une frustration. Moi, je continue toute seule. Moi, je continue, j'ai envie de faire avancer les choses. Ils ne te répondent plus à l'État pour ça? Je crois qu'ils sont occupés un petit peu. D'ailleurs, ils ne me répondent plus non plus. Tu sais que la ministre de la Culture précédente m'a nommée chevalière de l'ordre des arts et des lettres. J'ai reçu ça chez moi, j'ai dit putain, c'est un fake, c'est quoi? Je vais sur le site de l'État et tout, je me dis, je vais avoir ma médaille, quoi. Et depuis, je suis ghostée et j'ai jamais reçu ma médaille. Non, c'est vrai? Vraiment, tu es reçu au ministère et tu as une remise de médaille, etc. Je suis ghostée de ouf. Donc, j'ai mon petit papier, comme quoi je suis, mais j'ai pas ma médaille. Attends, incroyable. Il t'envoie et t'as jamais été convoqué pour la remise? Non, j'ai même fait des petits posts sur Insta, Rachida Dati, genre, c'est sûr, vous avez bien une robe au ministère pour le jour de la petite sauterie et tout, machin. Rien du tout, même avec l'humour, même avec... Donc, il me manque une médaille, dans tout mon bijou, il me manque une médaille. Et c'est la ministre de la Culture actuelle qui doit te la remettre? Précédente. Qui me l'a donnée, en tout cas. Mais bon, ça peut être quelqu'un d'autre du gouvernement, voire un artiste qui a... si jamais si vous voulez taguer dans les commentaires des gens du gouvernement, peu importe le réseau social sur lequel vous allez voir cette vidéo, vous pouvez taguer des gens du gouvernement, puis voir si ça sert à quelque chose, qu'ils puissent avoir sa médaille si on te l'a offert. Ah bah si on fait ça, on fait une teuf, allez les gars. Quand on vous a vu sur plein d'extraits, sur plein d'interviews, etc., à quel moment tu t'es dit, tiens, ça y est, on me reconnaît? Tu disais que tu avais besoin, et tu te l'avoues, c'est important, d'être face à la caméra aussi. Comment tu t'en es rendu compte la première fois? À quel moment on est venu te voir dans la rue et tu t'es dit, tiens, ça y est, je suis un peu reconnu? En 2001, à Cannes, quand j'ai fait mon premier défilé avec Ophélie Winter, et que j'arrive devant le VIP room, en me disant, est-ce que Jean-Roch va me laisser rentrer? Et que moi, il fait, Lucie, j'ai vu ton défilé, c'était incroyable, bienvenue au VIP room. Là, je suis sur... laisse tomber, j'étais comme une dingue, quoi. J'ai 21 ans, je suis au VIP room, il y a Paris Hilton d'un côté, je ne sais qui de l'autre, j'étais comme une folle. Là, je me suis dit, ouais, la télé, ça aide. Et j'ai eu un peu de presse tout au long de ma carrière, mais assez timide. Mais les gens me souvenaient de moi quand même. Il y a des gens qui me disaient, j'ai vu un reportage de vous en 2000, ça fait quand même 26 ans. Mais vraiment, la bascule, c'est depuis que j'ai interpellé Emmanuel Macron. Ensuite, ça s'est enchaîné, chroniqueuse au mec de la santé, Cannes, jusqu'à maintenant. Et les gens sont tellement sympas, je me fais arrêter beaucoup dans la rue. Et c'est vraiment des kiffs. Vous habitez où aujourd'hui? Dans quel coin? À Drôme. À Valence, ouais. À Valence, dans la Drôme, ouais. Il y a le TGV à Valence, c'est l'arrêt, quand on va dans le sud, il y a Valence ça, TGV. Exactement. C'est assez rapide de venir à Paris grâce à ça. C'est 2h15, ouais. Est-ce qu'il vous reste des rêves à accomplir là? On parlait des voyages, des émissions de télé, des montées des marches à Cannes. Est-ce qu'il vous reste, pour terminer, un rêve à accomplir? Continuer, ça serait déjà bien, mais moi, mon rêve, très sincèrement, tellement les choses n'ont pas été gagnées, tellement j'ai dû gagner chaque souffle, chaque respiration, que ce soit dans ma vie perso, pro et tout. Je voudrais juste, maintenant que c'est possible, que... En fait, je voudrais juste vieillir. Je voudrais juste mourir vieille. Super vieille, et si possible avec cette personne. Quand tu rencontres la bonne personne, tu te dis, en fait, je peux me poser un peu. Ça veut pas dire que je vais arrêter, hein. J'ai encore des envies de télé, de cinéma et plein de choses, mais mourir vieille, c'est un truc que j'aurais jamais pu imaginer avant. Et comme j'ai gagné tout le reste, j'ai réussi, je me dis que ça je peux réussir aussi. Et j'ai réussi la plus grande des choses. J'ai rencontré la personne la plus pure sur cette terre. Donc déjà, j'ai réussi le plus grand, mais
juste mourir vieille, c'est très ouf. Et toi, Jean? Bah alors, partir avant elle quand même, sinon je serais trop triste. Ouais, mais pareil aussi. Merci beaucoup. Ah, merci Guillaume. Merci à Merci tous à les toi. deux d'être venus, d'avoir parlé, raconté votre parcours, votre quotidien aussi, et puis vos rêves que vous êtes en train de réaliser les uns après les autres et tout. Merci pour l'invitation, on est très touchés. On a pu prendre le temps de parler, de comprendre un peu votre quotidien aussi. Merci pour ta bienveillance, en tout Oui. cas, ton non-filtre qui fait du bien. Et puis, on est vraiment content d'être venu là et c'est un plaisir d'avoir croisé ta route. Merci beaucoup. On met tes réseaux sociaux, vous voulez qu'on mette quoi comme réseaux sociaux? Oui, les miens surtout. Non. Mettez mon réseau social. Mettez il y a les Instagram, on est Instagram. On est Ouais, trop tu vieux peux. pour TikTok. Eh ben, je mets votre compte Instagram. Instagram, tu peux, et puis bien sûr, voilà, comme ouais, ça, il y a un éditeur qui va Nos vouloir comptes, publier ta BD, ça va être ouf. Voilà, parce bah, que je mets du- ça. Bah, c'est un éditeur qui regarde Du aussi, coup, ça ouais, arrive. c'est vrai que que du coup, je cherche un invités éditeur. parfois sortent des livres après l'émission. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Ouais, Et c'est- avec ton histoire aussi sur les témoins de Jéhovah qui est Ouais, passionnante. c'est- Donc, je mettrai les liens dans la description. Si vous voulez aller dans la description de la vidéo sur YouTube, vous pouvez y aller directement. Vous pouvez cliquer comme ça, vous pourrez vous abonner à leur compte. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Vous êtes entre 150 000 et 200 000 à vous abonner chaque mois sur notre chaîne. Continuez de le faire. Ça me permet d'avoir des invités exceptionnels comme vous aujourd'hui, par exemple. Dans les plateformes de podcast audio, vous pouvez nous suivre aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. C'est génial. On vous met 3 vidéos chaque semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. Je vous embrasse fort de toute façon, puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!